Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Bonjour à tous, mettez-vous d'accord, vendredi 10 mai, parlons vrai, appelez-nous au 0826 300 300, chers auditeurs, si vous voulez prendre part au débat, interpellez nos chroniqueurs qui sont tous arrivés à l'heure, je les félicite pour le pont, finalement je ne suis pas seule. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour Michel, bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bien, très bien, je suis ravie d'être avec vous. Fanta Berreté, députée Renaissance de Paris. Bonjour Fanta. Bonjour. Ça va bien, vous aussi ? Oui, super. Pas de long pont de l'Ascension, vous êtes là ? Non, au travail. Bon, très bien, on est contents. Fabrice, oui c'est bien, il y en a qui travaillent quand même, il faut bien. Fabrice Akoun, chef d'entreprise, auteur de Rallumons les Lumières. Bonjour et bienvenue. Merci. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CECE. Bonjour Jean-Luc Benamias, tout va bien chez vous ? Du côté de Marseille, vous êtes ? Là, je ne suis pas à Marseille, je suis dans la Drôme. D'accord, mais vous allez nous parler de Marseille, je crois. Ville à laquelle... Je vais parler un peu de Marseille, gentiment, mais avec un certain regret, mais je vous dirai ça. Ah, bon, on a hâte de savoir. Bon, c'est pas l'information du jour et mondial. Hein. On comptait sur vous, pourtant, cher Jean-Luc. Oui. Alors, le tour... C'est pas sur l'OM, en tous les cas. Bon, ah oui, non, ça a été une déception, j'imagine que c'est douloureux. Mais enfin bon, les Parisiens ont eu une mauvaise semaine aujourd'hui, comme ça, au moins on est solidaires sur ce coup-là. On va commencer par vous, Fanta Berreté, coup de cœur pour le festival Entreprendre pour apprendre. Oui, bonjour. Donc, c'est véritablement un coup de cœur pour nos jeunes. Donc, pour les jeunes qui ont participé au festival Entreprendre pour apprendre. Entreprendre pour apprendre met en relation les écoles et les entreprises pour un enrichissement mutuel. Ils font vivre aux jeunes et aux encadrants et aux membres une aventure entrepreneuriale collective. Des centaines d'écoles étaient donc rassemblées à l'espace Reuilly dans le 12e arrondissement mardi. Des écoles parisiennes, certes, mais aussi beaucoup d'autres écoles de nos quartiers et des villes franciliennes. Et vous savez quoi ? Ce que j'ai vu, des jeunes qui vont bien. Et ça fait véritablement plaisir. Des jeunes qui ont monté leur mini-entreprise, ils sont DG, ils sont comptables, ils sont experts en marketing, en communication. J'ai vu des produits finis, des services finis. J'ai vu qu'on pouvait les acheter, ces services. J'ai vu de l'envie, j'ai vu de la passion, j'ai vu de la joie et du dynamisme. Eh bien, ça fait du bien parce que moi, en tant que députée à l'Assemblée nationale, depuis 1 an et demi, j'ai l'impression que quand on parle de nos jeunes, on en parle toujours parce qu'il y a des problèmes. Et vivre cette expérience entrepreneuriale avec leurs professeurs, nous et les uns avec les autres, sur un projet tout au long de l'année, j'ai envie de vous dire, c'est fantastique. C'est fantastique parce qu'en plus, pour beaucoup, puisqu'ils avaient à pitcher leur projet, ce qu'ils nous disaient, c'est « moi, j'ai envie plus tard d'être entrepreneur ». Et la France a besoin de ce dynamisme, elle a besoin que nos jeunes puissent aussi se dire que tout ce qu'ils apprennent à l'école peut être mis en œuvre dans le cadre de ce type de projet. Et j'ai envie de passer des bonnes nouvelles. Donc bravo à tous ceux qui ont participé, bravo au collectif. Ils étaient combien, vous avez dit, Fanta ? Plus de 300 à l'espace Reuilly avec des stands et donc des profils différents. Des profils complètement différents, des enfants qui viennent des quartiers, qui viennent des banlieues, des Parisiens. Et tout cela s'est passé véritablement bien avec, par exemple, des jeunes qui ont créé une montre. Vous savez qu'on est sur la question des écrans. Donc, le passage du CM2 à la 6e fait souvent que les parents achètent un téléphone pour savoir, en fait... Ils sont contraints, je vous le dis. Pour savoir surtout où sont leurs enfants. Et là, ces jeunes-là, donc d'une école, ont créé un petit bracelet made in France, sauf pour la puce, avec une petite puce qui permet de localiser donc son enfant donc sur le chemin de l'école. Donc, effectivement, avec des initiatives fortes qui collent aux enjeux d'aujourd'hui. Donc, ils ont tous moins de 18 ans. Ils sont lycéens et je trouve que c'est merveilleux et je pense qu'on devrait prendre du temps sur les plateaux télé, à la radio pour parler de ces actions qui sont positives et qui montrent le véritable visage aussi de cette France et de ces jeunes qui avancent. Vous voyez, on en prend aujourd'hui, Fabrice Akoun, vous qui êtes entrepreneur, vous le constatez ça ? Parce que c'est vrai que ça, c'est pas nouveau quand même. On le dit souvent, les jeunes ont envie d'entreprendre et d'être indépendants. Je vous remercie de me donner la parole parce que j'allais rebondir. De toute façon, je suis ravi que la représentation nationale prenne conscience
de ce potentiel des jeunes, parce que dans mon livre Allumons les lumières, je fais part de mes 25 ans d'expérience, puisque ça fait 25 ans que je parcours les lycées, en fait, d'Île-de-France, et je parcours ces lycées justement pour aller à la rencontre des jeunes. Et le constat que je fais dans mon livre qui s'intitule Rallumons les lumières pour sortir la France de l'obscurité, c'est que tous ces jeunes-là, sont effectivement pour la plupart des jeunes à très fort potentiel qui ont envie d'entreprendre, et ils le disent, et je passe des heures avec, et ils me cuisinent, alors que pour certains même, au lieu d'aller à la cantine, parce qu'on sait souvent avant l'heure du déj, etc., ce qui surprend toujours le personnel. Et la deuxième chose, c'est qu'ils en ont assez qu'on les victimise, et c'est un des sujets de mon livre, c'est que la victimisation, cette essentialisation qui consiste à se dire, quand on est jeune, en particulier de certains quartiers, on vous enferme dans une catégorisation, c'est absolument dramatique. Pas du tout. Moi, je peux vous dire que quand j'arrive, la plupart se sont déjà renseignés sur le cours de bourse de ma société. Oui. Et puis me posent des questions qui sont très concrètes et très précises sur la manière dont je suis arrivé là, moi-même étant issu à la fois d'un milieu modeste et d'immigration. Par exemple, si on parle des jeunes, ils n'ont pas envie que d'être footballeurs, rappeurs ou influenceurs. Non, c'est ce que je leur dis tout le temps. Je dis, vous pouvez toujours essayer d'être instagrammeur, footballeur ou de gagner au loto, mais il y a beaucoup moins de chances que de travailler. C'est clair. Ça vous inspire quoi, Michel Taube? Moi, je trouve un très beau coup de cœur. Je pense qu'effectivement, malheureusement, c'est difficile en France d'inculquer l'esprit d'entreprise à nos jeunes. Parce qu'honnêtement, l'institution scolaire, par exemple, met beaucoup de réticence à ouvrir les portes des établissements scolaires aux entreprises, et c'est fort dommageable. Ça va un petit peu mieux là quand même avec les stages. Oui, il y a eu des efforts de fait, mais on vit encore et toujours sous cette idéologie de l'idée qu'avait posée Chevènement lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale de François Mitterrand. Ça remonte à loin, mais c'est toujours d'actualité malheureusement, que 80% d'une classe d'âge devrait avoir le bac général, alors que dans de très très nombreux pays très développés, ce que l'on priorise dès le collège, et contre le collège unique, c'est l'idée que dès le collège, un enfant qui a des talents artistiques, techniques, aille dans cette voie-là, tout en continuant, ou sportif. Regardez aux États-Unis, par exemple, tous les grands sportifs aux États-Unis ont aussi des diplômes de grandes universités très importants. Absolument. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on repère un jeune qui veut effectivement créer une montre digitale connectée, qui veut devenir menuisier, qui veut devenir plombier, qui veut devenir soignant, et dès le collège, on le repère, on l'encourage, on le forme, et en même temps, on continue à lui donner des cours d'histoire géo, de français et de maths, qui sont les grandes matières nobles et indispensables, et qui, et c'est pas ce qu'on fait en France. Là, aujourd'hui, on doit faire un choix, c'est soit le bac pro, et il faut être honnête, on le constate, c'est encore un peu la punition. Malheureusement, présenté comme tel. Alors, ils essayent de faire autrement, mais c'est quand même... Et juste un souvenir personnel, puisque Fabrice Hakoun parlait également de son expérience. Moi, il y a 30 ans à peu près, j'étais lauréat de la bourse Défi Jeunes, qui était organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et qui justement visait à soutenir des jeunes qui ont des projets et qui entreprenaient des projets. Et j'aimerais citer quelqu'un qui, j'espère, nous écoute, qui s'appelle Sylvie Tumoine, qui était la fonctionnaire du Défi Jeunes, qui portait à bout de bras ce programme qui a malheureusement disparu. Souvent, les bonnes idées, on n'arrive pas à les mettre dans la durée. Donc bravo Fanta Berité pour ce coup de gueule. Jean-Luc Benamias, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à tout ça. Moi, ça m'inspire surtout. J'ai pas aimé le fait de dire que les enseignants, les enseignantes, que ce soit les instituteurs, institutrices, que ce soit les professeurs de collège ou de lycée, ne sont pas en liaison avec le monde du travail. Notamment en tant que ex-député européen, quand je l'étais, ou conseiller régional et autres, mais pas ceux d'élu, mais ex-journaliste, j'étais très souvent invité à venir dans des collèges, à venir dans des lycées pour causer, non pas de la politique, mais pour causer des parcours dans lesquels nous étions. Moi, je pense que le manque, je n'apprends rien à personne, on va en parler dans l'autre sujet juste après, le manque de moyens aujourd'hui qui permettrait aux enseignants et aux enseignantes d'avoir un espace pour pouvoir inviter, pour pouvoir... Voilà, il y a une désagrégation, alors le terme est un peu fort, et on le sait, on en parlera tout à l'heure, de la reconnaissance
du monde enseignant. Moi, je ne suis pas du tout, je suis très reconnaissant au monde enseignant des difficultés dans lesquelles ils sont et du travail qu'ils font. Non, mais après, personne n'a fustigé ou ciblé les enseignants, mais c'est un petit peu le système. C'était mon coup de cœur et j'ai j'ai d'ailleurs dit que je remerciais d'ailleurs les professeurs. Bien sûr, c'est moi. Non, c'est Michel Taub qui a... Je suis coupable. Mettez-moi les menottes. Le poil à gratter de cette... Merci Michel. Voilà, vous avez fichu le bazar tout le plateau. Bon, justement, Michel Taub, alors vous, votre coup de gueule, coup de cœur. Alors moi j'avais d'abord un tout petit coup de cœur, je vais être très vite parce que je sais que vous en avez déjà parlé à l'antenne. Moi je voulais saluer la mémoire de Bernard Pivot sur un point, j'ai pas eu le temps de le faire, je voudrais vraiment le faire et dire juste une phrase, c'est l'homme qui a appris même les cancres à aimer la dictée. Et je trouve que c'est un homme extraordinaire, c'était un passeur de lettres, de livres, et ça prouve, il y a toujours des solutions. En fait, Bernard Pivot, c'était un peu le Pierre de Gênes, le Philippe de Gênes, Pierre de Gênes, je crois, qui avait été le prix Nobel de physique français, et qui était extraordinaire pour amener tous les jeunes qu'il croisait à aimer la physique. Et Bernard Pivot, c'était pareil, il arrivait à faire aimer les livres à des personnes qui pensaient qu'ils ne les aimeraient pas. Donc voilà. Mais ceci dit, j'aimerais revenir à quelque chose de beaucoup plus grave. Vous savez ce que je vous propose, Michel Taub? Du coup, on va marquer un petit arrêt et on va revenir à votre coup de gueule dans quelques instants. Restez avec nous, mettez-vous d'accord et n'hésitez pas, chers auditeurs, 0826 300 300 si vous voulez réagir. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et tout de suite, les pronostics hippiques. Je vais m'y coller puisque Jean-Paul Delperrier est en congé. Je vais essayer d'être à la hauteur de la tâche qu'on me confie. Donc, les courses à Vincennes en réunion 1, course 4. C'est le 10, 12, 13, 15, 2, 8, 6 et 7. Je répète, le 10, le 12, le 13, le 15, le 2, le 8, le 6 et le 7. Les pronostics sont à retrouver sur sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Je vais me reconvertir donc dans les pronostics hippiques. Mettez-vous d'accord, vendredi 10 mai, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nos débatteurs du jour, Michel Taub, Fanta Berreté, Fabrice Hakoun et Jean-Luc Benamia. Je me tourne vers vous, Michel Taub. Donc, votre coup de gueule aujourd'hui, Michel? Écoutez, c'est juste pour avoir une pensée pour ces deux policiers qui ont été sauvagement agressés par une personne qui s'était déjà manifestement attaquée à une femme, je crois au cutter, si mes informations sont bonnes, dans le 13e arrondissement de Paris. Et voilà, je trouve que en fait les policiers, les gendarmes, les pompiers, les enseignants, les élus, c'est des personnes sacrées dans un pays comme la France. On doit les respecter. On doit respecter l'uniforme, on doit respecter l'autorité. Et quand quelqu'un s'en prend à un représentant des forces de l'ordre, je souffre à ma France. Donc voilà. Donc je voulais simplement dire, solidarité avec eux. J'espère que celui des deux qui est, je crois, entre la vie et la mort, s'en sortira. Oui, il y a cette agression dans le 13e arrondissement, mais aussi des tirs de mortier. Hier, on en a peu parlé. D'ailleurs, à Viry-Châtillon, un mineur a été interpellé après des tirs de mortier d'artifice qui ont visé donc les forces de l'ordre. Fanta Berreté, c'est vrai que vous êtes député Renaissance de Paris, je précise. Ça ne s'est pas amélioré ces dernières années. De plus en plus, les représentants de l'État sont pris pour cible. Oui, tout à fait. Que ce soit nos forces de l'ordre ou même les élus. On a fait passer un texte là-dessus parce que vous avez tous en mémoire un certain nombre de faits divers, on peut le dire ainsi. J'ai envie de vous dire, c'est tragique. C'est tragique. Nous, on met les moyens. On a un budget qui était augmenté. On a des recrutements qui sont faits, notamment sur les forces de l'ordre, dans tous les départements. Ça ne suffit pas. On a cette violence des plus jeunes, en fait, parce que c'est aussi ça le problème. Vous venez de le dire. Là encore, un mineur sur lequel il faut composer.
Alors effectivement, on a beaucoup parlé du rôle des parents. On parle aussi du lien avec l'éducation nationale. Il y a Gabriel Attal qui a lancé effectivement cette expérimentation du côté de Nice concernant donc les vacances scolaires accompagnées avec un certain nombre de modules de formation, de sensibilisation dans ces internats. Donc l'idée c'est de tester parce qu'on a besoin, en tout cas certains disent qu'il faut qu'on éloigne ces jeunes en fait de leur territoire de façon à ce qu'ils puissent sur un certain nombre de jours et de semaines voir d'autres personnes, être accompagnés avec des psychologues, avec des éducateurs, etc. Donc j'ai envie de vous dire, on est au travail, ce n'est pas suffisant et pour rejoindre Michel, je suis complètement triste de ce qui est arrivé. J'espère que ce policier va s'en sortir parce qu'on ne doit pas aller le matin la peur au ventre au travail et c'est ce qui se passe pour nos forces de l'ordre, un certain nombre, et aussi pour nos enseignants qui aujourd'hui, alors qu'ils étaient quasiment vénérés par nos parents, moi j'ai 48 ans il y a quelques années, donc ont peur d'aller à la rencontre des élèves mais aussi d'un certain nombre de parents. Donc il faut que la société se reprenne et c'est un enjeu, j'ai envie de dire, majeur et nous sommes tous concernés. Fabrice Hakoun, alors là, bon, dans le 13e, c'est pas nécessairement des mineurs, hein, je cherchais l'âge qui est pas précisé, mais on parle d'un homme. Alors c'est vrai que souvent les mineurs sont impliqués, et surtout, par quel bout prendre ce problème? Est-ce que c'est le problème des mineurs, ou est-ce que c'est le problème, effectivement, de l'éducation, les forces de l'ordre, les représentants de la République sont souvent les cibles, il y a une vraie défiance. C'est bien la difficulté, là je vais prendre ma casquette, en fait j'ai parmi les différentes fonctions, j'ai un engagement citoyen au sein de la gendarmerie nationale, donc à la DGGN, donc je suis colonel de réserve, à la réserve citoyenne en l'occurrence. Vous avez 1000 vies. Et oui, j'ai 1000 vies, c'est pour ça que je dors très peu. Il faut dormir très peu, voilà, le sujet c'est qu'il faut dormir très peu. Donc la réalité en fait c'est que c'est pas un problème, c'est plusieurs problèmes, c'est multifactoriel. Et on ne règle pas un problème multifactoriel. Exactement. Donc, la première chose, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce ne sont pas les mesures qui sont à prendre, parce que tous les gouvernements savent les mesures qui sont à prendre. Mais sans vouloir polémiquer sur le fait que je pense que le président Macron a complètement n'a aucune appétence pour le régalien. Le régalien n'est pas un sujet pour lui. Je vous le dis très clairement, sans vouloir polémiquer, mais on le voit bien depuis 10 ans. Alors, la situation ne date pas de lui, très clairement. Ça fait 30 ans qu'on refuse de traiter le problème parce qu'on est complètement enferré, en fait, dans cette inquiétude qui consiste à dire si on est obligé de prendre les sujets, dès qu'on parle de sécurité en France, on est catégorisé fasciste. C'est une réalité. Dès qu'on parle de sécurité, qu'on prend des mesures de sécurité. Or, moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est que toute la société française ne fait pas front. Si toute la société française faisait front face à ça, c'est pour ça que vous avez employé le mot de société que j'apprécie beaucoup. La société française ne fait pas front. Essayez de prendre une mesure un peu radicale, nécessaire. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'insécurité touche d'abord les plus vulnérables et les plus faibles. Je ne comprends pas la position, parce que je vais mettre les pieds dans le plat, je ne comprends pas la position de la gauche, et de la gauche radicale en particulier, qui s'offusquent en fait des mesures sécuritaires, alors même qu'elles sont d'abord à l'encontre des plus vulnérables, ceux qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de rester dans les quartiers, etc. Tant qu'on n'aura pas, tant que la société ne fera pas front. On l'a vu avec les enseignants, là on reparle des enseignants, et la commémoration de la mort de Samuel Paty. Ben, ça faisait pas consensus, hein. Non. Ça ne faisait pas consensus. Certains ont même dit que Samuel Paty a eu tort de provoquer. Donc, tant que la société française ne fera pas front, on aura un problème. Jean-Luc Benamias, j'aimerais bien votre avis là-dessus. La société française, pour moi, vous n'allez pas être d'accord. Le problème, encore une fois, est un problème, mais pas uniquement, mais un problème de moyens. Dans ce qu'on appelait... on a voté les moyens. Vous auriez dû venir dans le studio, Jean-Luc, on dépense 800 milliards par an sur le social pour améliorer la société. Les moyens, la vidéosurveillance, les moyens humains. La vidéosurveillance, ce ne sont pas des moyens. La vidéosurveillance, ce sont des caméras. Ce sont des caméras qui permettent, dans des affaires extrêmement graves, de régler les problèmes. Non, ça permet d'anticiper. La vidéosurveillance ne règle jamais. Il y a certaines mairies de gauche qui n'en veulent pas. Bien sûr. Je vous invite à aller voir un commissaire qui vous expliquera dans le 15e ou dans le 7e comment la vidéosurveillance fait en fait baisser le taux de criminalité. Attendez, parlez pas en même temps. On va laisser Jean-Luc s'exprimer. On vous donnera la parole après. Comme j'ai eu plusieurs vies et que je suis né en Seine-Saint-Denis et que j'ai été élu à une époque conseiller
municipal en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Grand plus exactement. J'étais à l'époque leader des Verts. Quel poste j'avais pris? J'avais pris maire adjoint à la sécurité publique et à la police nationale. C'était dans les années 90. Il y avait autant d'événements dans les années 90 qu'aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans les cités. Et c'était un choix réel, justement, de m'occuper, en tant qu'élu écolo à l'époque, de la sécurité publique. Alors, c'est un sujet que je connais assez bien. Moi, je pense que dans ce cadre-là, d'une société normalement en marche, il y a besoin évidemment de forces de l'ordre, mais il y a besoin à côté d'une éducation populaire qui soit en forme. Or, aujourd'hui, on en parlera sur les enseignants, mais aussi du côté de l'éducation populaire. Excusez-moi, on a les mairies, pour des raisons d'ailleurs financières qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre. Par exemple, ce qui s'appelait colonie de vacances organisées, ça a de plus en plus disparu. C'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire, et non pas des camps avec ce truc absolument horrible. Qui va dire, oh là là, c'est pas horrible du tout. Bon, enfin, ça patine, le SNU. Ça ne sert à rien, ça va être abandonné. Oui. Et ça va être abandonné. Parce que, globalement, moi je préfère, sérieusement, je vais aller même plus loin, le scoutisme français a besoin de beaucoup plus d'aide, vous entendez bien, le scoutisme français, c'est-à-dire des gens qui sont préparés à cela, qui font autorité et qui font pédagogie. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le SNU, tout le monde l'a vu, c'est plein de dérives, ça coûte très cher. Ouais, ça coûte très cher. Il faut redresser l'éducation populaire dans ce pays. Bon, là on se rejoint, mais après c'est comment? On ne vous attendait pas dans le scoutisme. Sur le redressement de l'éducation, juste quand même pour vous donner une petite anecdote, excusez-moi. Non mais vous avez raison sur l'éducation populaire. C'est après comment on fait. On peut pas aller dans chaque famille pour forcer à éduquer. Il y a quand même le cas du petit Matisse où le cas du petit Matisse où le gosse était agonisant au sol et la mère lui mettait des gifles. C'est pour ça que ça. Enfin, je veux dire, donc on voit bien que là il y a eu un problème, il y a eu un manquement éducatif. Mais juste pour vous donner une anecdote, donc la gendarmerie a un master avec Paris 2 à ça. C'est Paris 2 partage. Donc l'université de Paris 2 partage ses locaux avec Paris 1, donc la Sorbonne, donc dans le 5e. Vous savez que les gendarmes qui vont enseigner là-bas, il y a eu une bronca de la part de la direction de Paris 1, puisque c'est les mêmes locaux, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils rentrent avec des uniformes. Enfin, je veux dire, on a quand même un problème. Évidemment, on ne voulait pas avoir de gendarmes en uniforme dans les locaux de l'université. Mais je vais les faire après ça. Pour enseigner, hein, pas pour mettre l'ordre. La Sorbonne, il y a, une vraie idéologie. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'entends? Ah bah non, je vous le dis. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Jean-Luc Benamias, on a plusieurs. Des gens qui ont une idéologie. Mais la Sorbonne, c'est plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Enfin, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont empêchés de donner des conférences à la Sorbonne, cher Jean-Luc Benamias. Non, mais là, on va pas défendre les universités en ce moment. On empêche même les juifs de rentrer. Donc, si vous voulez. Si. Concrètement, il y avait une enseignante l'autre jour qui nous parlait de la Sorbonne. Oui, parce que vous avez cette présomption d'humanisme qui colle à tous les gens de gauche. Non, mais ça, c'est quelque chose que vous niez, Jean-Luc Benamias. Sérieusement, j'aimerais bien avoir votre. Il le nie. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Jean-Luc, pour qui j'ai beaucoup d'affection par ailleurs, il nie ces réalités pour une raison très simple. C'est qu'il a un logiciel dans la tête qui est celui d'Europe Écologie Les Verts et qui est un logiciel complètement laxiste et qui effectivement, comme disait Fabrice Hakoun fort justement, quand on parle de sécurité, quand on parle de peine de prison ferme, quand on parle de ne rien laisser passer et que au premier manque de respect, il faut tout de suite être extrêmement ferme, ça les fait fuir et ça leur fait peur. Donc effectivement, ça nous donne des jeunes qui effectivement sont dans un se laissent aller à de plus en plus de violence, puisque en face d'eux, on leur dit pas stop. Donc on va laisser quand même Jean-Luc Benamias répondre sur ce point. Effectivement, il y a un logiciel de gauche, et j'aimerais, continuer sur un point, c'est que malheureusement, dans notre pays, on vit dans un paradoxe constant, des injonctions paradoxales terribles. Vous avez Nicolas Sarkozy, qui pendant 5 ans disait sécurité, 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 et qui a déshabillé la police, notamment la police de proximité. Et vous avez avec Emmanuel Macron le contraire, c'est-à-dire Emmanuel Macron qui pendant 7 ans a renforcé les moyens de la police, a renforcé les moyens de l'armée, a renforcé les moyens, mais qui
en termes de discours, n'avait pas de discours d'autorité. Et donc les moyens n'ont pas été suivis d'une fermeté dont il aurait fallu faire preuve. Jean-Luc Benamias, la réponse rapidement, s'il vous plaît. Pardon, juste un mot. Les moyens de la justice, enfin, regardez l'État et ce que demandent les magistrats qui s'occupent de sécurité, qui s'occupent de la justice française, demandent beaucoup plus de moyens. Ils n'en ont pas suffisamment. Les budgets ont baissé, enfin, soyons sérieux. Mais non, mais arrêtez. Alors là, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Les budgets c'est complètement faux, parce que moi j'ai voté les budgets. Ne dites pas n'importe quoi. Non, c'est vrai que les magistrats demandent plus de moyens. Qu'on demande plus. Que les magistrats commencent à être fermes. On a hérité d'un système où on avait moins fait de recrutement dans toute la fonction publique. Nous avons passé 7 ans à augmenter les budgets, à voter les budgets contre une gauche. Mais une augmentation ne dit pas qu'il y a assez de moyens. Oui, mais du coup, ça ne dit pas qu'il y a assez de moyens. Mais en tout cas, nous, on est dans une trajectoire qui n'a jamais été aussi importante au niveau des budgets qui sont venus renforcer. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas comparer les années 90 et aujourd'hui. Les enfants ne sont plus les mêmes. La société n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, quand vous vous adressez à un enfant, quand vous entendez un enseignant à la sortie de l'école s'adresser à un enfant et que le parent vient directement apostropher l'enseignant, c'est un problème global et je pense que tout le monde doit se ressaisir. On se retrouve dans quelques instants, 0826 300 300. Restez avec nous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord avec nos invités qui sont très en forme et on apprend qu'ils ont tous 10 000 vies, n'est-ce pas? Michel Taube, Fanta Berete, Fabrice Hakoun, Jean-Luc Benamias. Jean-Luc Benamias, allez, c'est à vous pour votre coup de cœur aujourd'hui. C'est un coup de cœur, c'est pas un coup de cœur, c'est ce qui s'est passé à Marseille. C'est vraiment pas, il y a pas de drame, c'est un regret en fait. Il y a eu l'arrivée de la flamme, tout le monde l'a vu, ça s'est bien passé, il y a eu le feu d'artifice. Puis dans l'organisation immense qui a été mise en place, il y avait en même temps juste après un concert. Et c'est passé un peu inaperçu parce qu'on est resté sur la joie générale et c'est normal. Il y a eu une bousculade un peu importante entre ceux qui arrivaient pour le concert et les familles avec enfants qui sortaient du feu de l'espace feu d'artifice. Et c'est passé inaperçu, c'est comme ça. C'est vraiment pas un coup de gueule, c'est une signification de quand on organise trop de trucs, à un moment donné, il y a des croisements qui sont très difficiles entre différentes foules et malheureusement, il y a quand même un nombre important de blessés. Il n'y a pas de blessés graves, mais de gens qui sont sortis de tout ça extrêmement choqués, notamment pas mal d'enfants. Voilà, c'est pas l'info du soir, c'est pas l'info de la journée. Mais c'est vrai que vous avez raison, Jean-Luc Benamias, on en a peu parlé. Mais moi, je suis hébété par ce que vient de dire Jean-Luc, parce que je vous explique. Pendant la cérémonie de l'image de la femme, il y a un grand média qui a fait la une sur ce mouvement de foule. Et à un moment donné, l'information a disparu de la une de ce média. Et je me suis dit, à tel point que dans la nuit, le lendemain matin, je me suis dit, j'ai dû rêver, parce que je n'ai trouvé l'info nulle part. Et là, il y a Jean-Luc Benamias qui nous dit qu'il s'est effectivement passé des choses. Alors, je vous avoue, et j'en suis complètement Eh bien, moi aussi, parce que j'ai eu cette information par mon prochain invité là qui va nous parler de la sécurité des JO. Il m'expliquait qu'il y avait eu cette bousculade et je me disais tout est extrêmement politique et la communication est extrêmement verrouillée. Fabrice Hakoun, pour ces Jeux Olympiques, on a tellement peur, qu'il y ait un bad buzz. C'est vrai que mais là, ça s'apparente à une forme de censure. Et Jean-Luc, merci d'avoir mis le doigt là-dessus, mais c'est vraiment grave. Je voulais pas, sérieux, j'ai regardé, je me suis renseigné avant l'émission. Il y a pas de blessés graves, mais il y a des gens, c'est dommage. Il faut faire attention dans ces genres de grands rassemblements. Tout le monde le sait, ce sera le cas notamment évidemment à Paris. Alors vrai des Jeux. Moins à Marseille parce que ça se passera en mer, donc ce sera à mon avis plus facile.
mais de mélanger des foules qui sont pas habituées à se mélanger. Voilà, c'est non, tout. mais ce qui attire l'attention, c'est qu'on n'en a pas parlé. Fanta Berete, moi j'ignorais qu'un grand média en avait fait les titres et l'avait retiré. On a le sentiment d'une communication extrêmement verrouillée sur ces jeux. Tout est, il faut que ça marche, quoi. oui, voilà, il faut que ça marche. Mais bon, est-ce qu'on peut leur en vouloir nécessairement? Est-ce que, au contraire, il faut communiquer quand des choses se passent comme ça? C'est mieux. Je pense que, alors moi j'ai pas vu, j'ai pas vu et j'en avais pas entendu parler, donc comme quoi. Oui. Donc voilà. Après, moi je suis pour la transparence parce que les images de Marseille, moi j'ai regardé en direct. Je pense que on a tous été heureux de voir ces images-là, et je pense que nous pouvons aussi accepter de recevoir d'autres images qui disent, en plus on est vraiment en démarrage. Voilà ce que nous allons devoir améliorer. Exactement. Effectivement, Oui, parce mais que vous imaginez pour l'étranger, pour les touristes qui doivent venir. Donc voilà, mais je reste sur ces images positives. J'irai regarder effectivement. Merci Michel pour l'information. Mais j'ai pas d'informations complémentaires là-dessus. C'est bon. Après, je suis vraiment sur la question de la transparence parce que je trouve que nous avons besoin d'avoir les informations d'une manière générale. Fabrice Akou, c'est vrai que vous, l'entrepreneur, il faut que ça marche, ces jeux, et il y a beaucoup de pression pour la France. D'abord, il y a une problématique effectivement liée à la gestion des flux, etc. Et ça pose la question, parce qu'il y avait déjà le précédent de la Coupe de l'UEFA avec des gros soucis, etc. Donc il y a le problème quelle est notre doctrine en matière de gestion des flux de population, des flux quand on a des flux massifs de population. Donc ça déjà, il faut l'établir. Après, je rejoins Madame la députée sur la nécessité de transparence. On vit une époque où de toute façon tout se sait, tout se voit. Donc dès qu'on met une chape de plomb sur une information, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes, et donc on sait bien qu'aujourd'hui on vit quand même sur l'empire de la conspiration permanente. Tout le monde sait. Donc je pense que c'est important d'être transparent sur les choses, parce que il vaut mieux maîtriser la communication en l'assumant. Selon moi, je suis pas communicant. Après, j'ai pas cette qualité-là. Non, mais c'est le meilleur des conseils que donne Fabrice Akoun. Et en fait, si vous voulez, moi, je suis pour les Jeux Olympiques. Je trouve que c'est une fête extraordinaire, une opportunité fantastique. Bien sûr. En même temps, il faut dire les choses. Il faut avoir l'honnêteté de les dire. Oui, et si on ne les dit pas, non, mais si on ne les dit pas, ça va accroître. Ça va accroître les mesquineries, les accusations de complotisme, etc. Si vous voulez, c'est un petit peu le syndrome de Tchernobyl. Lorsqu'il y avait eu Tchernobyl en 1984. Moi, je suis alsacien, donc j'ai grandi à Colmar. Ça nous fait un petit point commun. Alors, j'ai grandi en Alsace à Colmar. Et donc, on avait deux sons de cloche. On avait la télévision allemande qui disait « Danger, protégez-vous, ne mangez pas les salades et les légumes, ces choses-ci ». Et du côté français, vous aviez Alain Madelin et d'autres politiques qui disaient « Tout va bien, la vie est belle, continuez à vivre comme voilà ». Et pendant ce temps-là, dans les Vosges, la moitié des arbres avaient perdu leurs épines. Donc, franchement, il faut dire les choses. Oui, c'est la meilleure manière. Vous avez regardé les médias, France Télévisions. Il faut dire les choses et pas se tromper de date. C'est 1986. Mais c'est pas grave. Monsieur l'ancien dirigeant du LV, vous êtes un peu plus à l'affût de ces questions. Non, mais là, on sent qu'il ne faut pas gâcher la fête. Est-ce qu'on a le droit de critiquer les Jeux Olympiques? Vous avez vu, France Télévisions, les chaînes dites mainstream, je ne sais pas si on parle encore comme ça, mais c'était, attention, il fallait émettre aucune critique, on montrait que des témoignages de familles contentes à Marseille. Mais aucun mot là-dessus. J'ai regardé les 20h hier soir. Aucun mot sur les muscles. Moi qui suis un lecteur de l'équipe depuis l'âge de 12 ans, je pense qu'il faut toujours se remettre dans la tête que 100% des Françaises et des Français, et c'est valable aussi à l'étranger, n'aiment pas forcément le sport de haut niveau. Donc, clairement, les Jeux Olympiques vont être suivis, et on regarde ça d'ailleurs dans les audimates, même pour les finales de Coupe du Monde, il n'y a jamais 100% des gens qui sont en activité. C'est des compétitions les plus populaires. Moi, je m'intéresse à ça comme 50% et un peu plus des Français, peut-être un peu plus pour les Jeux Olympiques, mais tout le monde ne s'y intéresse pas forcément. C'est pour ça d'ailleurs que les espaces festifs qui sont organisés à côté, on doit faire attention à les organiser en décalage et pas en multiplicité, parce que sinon c'est très difficilement gérable. Et pour les forces de l'ordre et pour l'ensemble de la sécurité. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de vos coups de cœur et coups de gueule. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Lidl. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Merci de nous rejoindre, chers auditeurs. Mettez-vous d'accord vendredi 10 mai avec nos invités, nos chroniqueurs aujourd'hui. Michel Taube, Fanta Berreté, Fabrice Hakoun, Jean-Luc Benamias. Je me tourne vers Fabrice Hakoun, chef d'entreprise, on le rappelle, auteur de Rallumons les lumières. Et Fabrice, vous voulez revenir sur l'Eurovision? Oui, absolument. Alors, à la base, je voulais faire un coup de gueule, mais j'en fais tout le temps, donc je me suis dit, je vais plutôt faire un coup de cœur. C'est au lieu de faire un coup de gueule sur ceux qui s'en sont pris lâchement à la chanteuse israélienne, je vais faire un coup de cœur pour cette chanteuse israélienne qui s'appelle Eden Golan. Elle est jeune, elle est belle. Elle a 20 ans, elle est douée, elle ressemble beaucoup au petit état qu'elle représente en fait. Et ce qui m'a absolument révolté, c'est cette vindicte. Quand vous voyez sur le plateau, elle a un moment donné sur le plateau, vous avez des gens qui sont autour d'elle à 2 mètres ou 3 mètres alors qu'elle essaye de répéter, qui hurlent des slogans haineux. Ça rappelle les heures les plus sombres. Je suis désolé, je fais très rarement de parallèles avec les années 40 parce que je déteste ça. Je trouve que c'est un point Goodwin à chaque fois qu'on ressort, etc. Mais là, en l'occurrence, cette espèce de haine générale, ce harcèlement, alors même que si on va plus sur le fond, on arrivera à la paix qu'en créant des ponts. Et on ne crée pas des ponts en ostracisant, on ne crée pas des ponts en instrumentalisant la haine. On crée des ponts justement grâce à des manifestations de ce type. On parle des JO. Par exemple, moi je suis tout à fait opposé à ce qu'on ostracise totalement les Russes au moment des JO. Il y aura peut-être des manifestations parce que c'est quelque chose de politique, mais il faut quand même quelque part recréer des ponts parce que c'est ce qu'attendent finalement les extrémistes de tous bords. Oui, c'est qu'on coupe tous les ponts parce que quand vous coupez les ponts, il n'y a plus de connaissances mutuelles, il n'y a plus de vivre ensemble, et quand il n'y a plus de connaissances mutuelles, c'est la porte ouverte à tous les préjugés. Donc moi je suis partisan que ces manifestations soient des manifestations, d'ailleurs ça a été le cas de l'organisation puisqu'à un moment donné les paroles étaient beaucoup plus politiques et on lui a dit non on veut pas de ces paroles politiques. Donc si on ne veut pas que ce soit politique, que ce soit pas politique pour tout le monde et qu'on dise pas c'est pas politique, vous changez de chanson, et d'un autre côté on puisse avoir des mouvements de foule de ce type aussi proches d'elle. Moi l'image m'a profondément dérangé. On rappelle qu'il y a eu 12 000 personnes. C'est exactement le sujet que j'avais proposé, mais tu l'avais déjà proposé avant moi. Désolé. Voilà, vous allez pouvoir réagir, Jean-Luc. Oui, on rappelle qu'il y a eu 12 000 personnes qui ont manifesté, dont d'ailleurs Greta Thunberg, qui était dans la foule. On accuse en clair. Mais que fait l'égérie du climat sur ces questions? Mais franchement, elle mélange tout. C'est pour ça que je relève. Comme les écolos. En fait, c'est vraiment cette dame, c'est une pastèque, quoi. Elle est verte à l'extérieur, mais elle est rouge, archi rouge à l'intérieur. Jean-Luc n'a pas encore réagi. Donc, juste pour finir là-dessus, voilà, je trouve que c'est un très mauvais signal envoyé. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Et puis finalement, cette instrumentalisation, moi je suis totalement outré, moi qui suis un humaniste, je suis totalement outré de cette instrumentalisation de la cause palestinienne qui est totalement en train de desservir à terme cette cause, j'en suis absolument convaincu. Mais c'est vrai que l'Eurovision devient de plus en plus politique, comme d'ailleurs beaucoup de grands événements. On rappelle quand même que la Russie avait été exclue de l'Eurovision en 2022, que l'Ukraine, comme par hasard, bon, même s'ils ont certainement beaucoup de talent, avait gagné. Bon, voilà, c'est politique. On les accuse d'ailleurs d'être complices d'un génocide, en tout cas ceux qui ont manifesté. Michel Taube, ça vous inspire quoi? Non, mais il ne s'agit pas de génocide. Il faut le dire. C'est ce que disent les manifestants. Eh ben, ils ont tort. Un génocide, c'est une entreprise systématique de destruction d'un peuple à cause de son identité, son origine, etc. Ce n'est pas ce que fait Israël. Israël a été attaqué le 7 octobre par un crime odieux qui est un crime contre l'humanité commis le 7 octobre et en réaction, et qui a été aussi une déclaration de guerre du Hamas contre Israël. Et donc ils ne viennent pas s'étonner si derrière la violence de cette déclaration de guerre, il y a une riposte guerrière. Il y a eu une entrée en guerre par le Hamas. Donc Israël est en guerre et Israël se défend. Après, moi je ne cautionne pas toutes les décisions du Premier ministre israélien. C'est autre chose. Mais je pleure autant les victimes palestiniennes que les victimes israéliennes. Et il faut faire des efforts considérable pour éviter ces morts. Je doute effectivement, par exemple, de l'efficacité de la politique de Netanyahou pour faire libérer les otages. Je le dis clairement. Je pense qu'il se trompe de méthode. Mais ce n'est pas une raison pour basculer, comme le font des milliers de manifestants, dans un antisionisme généralisé, dans une négation du droit de l'État d'Israël à l'existence. Parce que lorsqu'on dit Palestine de la mer au Jourdain, ça veut dire d'effacer Israël de la carte. C'est ça que cela veut dire. Donc, effectivement, ça, non. Et concernant cette chanteuse israélienne, moi, je ne dirais que deux choses. La première, elle a été qualifiée pour la finale grâce au vote populaire. Donc,
tous les manifestants, les 12 000 manifestants, ils ont perdu la partie. Elle a été qualifiée par un vote populaire. Deuxième chose, moi je suis très inquiet pour les Jeux Olympiques qui vont arriver, pour la délégation israélienne. Parce que là, ça va être très compliqué. Il y a un précédent. Parce que il y a un précédent qu'il faut rappeler, qui est Munich 1972. Mais là, vraiment, je suis très inquiet parce qu'il y a un climat en France antisioniste, antisémite, qui s'est installé et qui devient extrêmement prégnant. Et moi, je suis vraiment très inquiet parce que les Jeux Olympiques, c'est très complexe. C'est pas un seul site, c'est plusieurs, c'est une dizaine de résonance politique pour le coup. C'est de nombreux athlètes qui vont venir, c'est des techniciens, c'est des centaines de personnes. Et donc, je pense que ça va être extrêmement compliqué d'assurer la sécurité des athlètes israéliens et de leur délégation. Et je le regrette amèrement. Fanta Berretti. Les Jeux Olympiques, c'est aussi quand on apprenait ça à l'école, on nous parlait de la trêve au niveau de tous les conflits géopolitiques, etc. Donc j'espère en fait que ce soit dans le conflit d'ailleurs Ukraine-Russie, qu'on arrivera à peut-être un cessez-le-feu sur cette période. Et concernant effectivement les JO et la protection, la mise en sécurité des athlètes et des personnels qui voyagent avec eux, nous serons sans nul doute à la hauteur, mais effectivement il va falloir prévoir un dispositif tout particulier, notamment au vu de ce qui s'est passé hier soir, qui est scandaleux. Donc moi, j'aimerais avoir un mot pour cette chanteuse, Eden Golan. Elle est très jeune. Et moi, ce qui m'inquiète en tant que mère, c'est les séquelles psychologiques. Parce qu'en fait, elle s'est retrouvée face à toute cette haine qui est très difficile à porter. Et c'est là où j'en veux aussi à tous ceux qui étaient dans la rue, tous ceux qui lui ont demandé finalement de ne pas honorer exactement son contrat. C'est beaucoup de pression pour une jeune fille. Donc elle va en finale. Je trouve que c'est très bien. J'espère, je lui souhaite le meilleur des parcours. Maintenant, effectivement, vigilance absolue auprès de nos athlètes, des athlètes israéliens. Et j'espère que les grands de ce monde vont réfléchir aussi à l'importance des JO. Et tous ces collectifs, toutes ces associations se disant c'est le temps des JO, c'est le temps donc du sport et nous devons les vivre sans faire en sorte que la géopolitique vienne bousculer ces deux quinzaines. Jean-Luc Benamias, il y a vraiment une instrumentalisation. C'est une vision absolument impossible de la société mondiale telle qu'elle existe, quelles que soient d'ailleurs les périodes. Je vous rappelle qu'aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico, juste avant, il y avait eu des centaines de morts au Mexique et c'est pas le seul lieu avant les JO. Alors les JO, c'est les JO, j'adore ça. Je peux pas le dire plusieurs fois. Je trouve ça génial. Je dis que tout le monde n'a pas obligé de trouver ça génial. Je suis contre les boycotts, quels qu'ils soient. J'étais d'accord effectivement avec ce que tu as dit. Je vois pas pourquoi on empêche les athlètes russes et biélorusses au fur et à mesure. Pourquoi c'est uniquement eux des guerres? Il y en a plein dans le monde. Alors après, c'est pour ça que je voulais le sujet sur cette chanteuse israélienne. Je trouve ça odieux. Cette fille a 20 ans, l'Eurovision, c'est quelque chose que je regarde à peu près à 2h du matin parce qu'on a le résultat à 2h du matin. Rappelez-vous, parce que c'est le vote. À la fin, il y a un classement, puis à la fin, à 2h du matin, il y a le dernier vote. Là, c'était les demi-finales. Là, c'est samedi. Vous pouvez vous préparer à passer une nuit blanche, Jean-Luc. Ah non, je passe pas la nuit blanche. Je fais rien. Je fais autre chose avant. Et comme ça m'intéresse. Je suis joueur, vous avez compris. Voilà. Pour le reste, j'essaye de ne pas mélanger ces ensembles de phénomènes. Et ce qui se passe, et qui est extrêmement grave au niveau mondial et géopolitique mondial, entre Israël et non pas uniquement le Hamas, mais ce qui reste de la Palestine. Moi, je suis ceux qui défendent, notamment avec la Ligue des droits de l'homme, deux pays, deux États. Et c'est là, évidemment, on est dans l'énorme difficulté parce qu'il y a plus de discours commun. Il y a des gens qui ont agressé, les terroristes du Hamas ont agressé Israël, et Israël répond, mais enfin tout le monde entier s'en aperçoit. Moi, j'ai du mal vous avez compris que je connais assez bien Israël pour des raisons XY. J'ai du mal à penser qu'on peut régler le problème en ayant
tuer des dizaines de milliers, notamment des milliers de gamins. J'ai du mal. Alors qu'on appelle ça génocide. On peut appeler ça épuration ethnique. Ce qui se passe sur Gaza est épouvantable, épouvantable. Non mais Jean-Luc, il y a juste un problème. Michel Taube. Le Hamas se cache derrière les civils. Comment veux-tu que dans le cadre d'une guerre qui a été déclarée par le Hamas, que État d'Israël qui se défend et qui veut en finir avec cette organisation terroriste, comment veux-tu qu'il fasse, Jean-Luc, comment veux-tu qu'il procède, sachant que le Hamas se cache derrière les civils? C'est le mouvement de Netanyahou qui a financé le Hamas pour casser l'OLP et casser le Mais je te pose une question. Mais ça, c'est le sens de... Tu as probablement raison, mais là, je parle là concrètement. Comment ils font? Et comment ils font? On essaye de voir avec les organisations internationales. Avec eux, c'est compliqué, c'est difficile. On essaye de voir comment passer au-delà du Hamas. C'est compliqué parce que le Hamas, même s'ils ont eu d'énormément de pertes, et tant mieux, on s'en tape. Enfin, moi, je m'en fous en tous les cas qu'ils aient eu énormément de pertes. Ils tiennent encore malheureusement une partie des territoires de ce qui reste de Gaza. Je dis bien ce qui reste de Gaza. Vous avez vu les images, comme moi. C'est un bombardement généralisé. Enfin, je veux dire, c'est un territoire. Il reste un seul hôpital. Je sais même pas si aujourd'hui l'hôpital de Rafah existe encore. Bon, quelqu'un veut rajouter quelque chose peut-être? Non. Alors on va poursuivre dans quelques instants avec un tout autre sujet. Juste après la pause, on se retrouve avec nos chroniqueurs et n'hésitez pas si vous voulez réagir. 0826 300 300. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, vendredi 10 mai, appelez-nous au 0826 300 300, chers auditeurs, si vous voulez prendre part à nos débats. On poursuit avec les sujets d'actualité, j'avais envie qu'on en parle de ce symbole fort. On en a assez peu fait état hier. Les 27 se sont mis d'accord, un accord de principe sur l'utilisation des avoirs de la Russie gelés dans l'Union européenne afin d'armer l'Ukraine. Alors on imagine la réaction des Russes, qui crient déjà au vol, qui ont l'intention de faire des poursuites judiciaires. Fabrice Hakoun, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on le rappelle, prendre les dividendes des avoirs gelés des actifs russes pour les utiliser pour l'Ukraine. Alors bon, c'est un sujet, moi c'est pas tout à fait mon sujet de prédiction, donc c'est pas évident de se prononcer sur un sujet tel que celui-là. La mécanique semble intéressante. La mécanique semble intéressante parce que faire payer finalement à l'agresseur, parce que la Russie reste l'agresseur de l'Ukraine, après on peut trouver toutes les raisons du monde, mais c'est le cas, de faire payer effectivement à l'agresseur la défense de l'agressé, je trouve que la mécanique est intéressante. Après, est-ce que c'est possible sur le plan international? Quels sont les répercussions que ça va avoir? C'est plus compliqué. Je pense que Madame la députée est plus calée que moi sur ce sujet. Ursula von der Leyen parle d'un symbole fort, effectivement. Oui, mais moi, dès qu'elle parle de quelque chose, Ursula von der Leyen, j'ai tendance à prendre la position inverse. Donc, c'est pas une bonne idée. Justement, au-delà de ça, oui, c'est un symbole fort. Et j'ai envie de dire qu'on revient à c'est celui qui casse, qui paye. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que dès le 24 février 2023, en fait, on savait que ça allait être... on pensait d'ailleurs que ça allait être rapide. On n'avait pas jugé la résistance de l'Ukraine. Et donc, on savait qu'il allait falloir réparer. Et on avait annoncé ces mesures et le gel. Et certains avaient dit, ça n'est pas possible, nous ne pouvons pas le faire. Ça a été fait. Il y a 300 milliards d'euros qui ont été bloqués. Il y en a beaucoup qui sont situés en Union européenne et plus exactement en Belgique. Et 210 milliards précisément, et ça représenterait environ 3 milliards. 3 milliards pour faire en sorte que on puisse reconstruire et que l'Ukraine puisse tenir. Mais j'ai envie de vous dire, c'est très bien, et d'ailleurs Benjamin Haddad, qui est député du 16e arrondissement, avait poussé dans ce sens-là avec Nathalie Loiseau, justement, effectivement. Donc nous, on est plutôt contents. C'est vrai que c'est une mesure qui n'a pas fait grand bruit hier, non, mais je pense qu'elle est essentielle, parce que, vous le savez, nous n'avons quasiment plus d'argent, des choses sont difficiles, donc faire en sorte que la Russie, via les dividendes, contribue à la reconstruction d'Ukraine, c'est important et c'est primordial. Alors il faut s'intéresser peut-être aussi d'où viennent les avoirs. Alors moi j'ai regardé comptes bancaires, d'investissement, de biens mobiliers détenus par des entités russes ou d'individus ciblés par des sanctions. Alors on parle des oligarques,
Est-ce que justement ce sont les bonnes cibles, Jean-Luc Benamias, vous en pensez quoi? Ce sont les bonnes cibles, mais vous venez de citer le chiffre, donc il s'agit de 3 milliards. Oui, environ. C'est anecdotique, excusez-moi de le dire. C'est un début. En tout cas, symboliquement, c'est fort. Je vais aller plus loin. Très bien, qu'on prenne des mesures. Dans ces cas-là, il faudrait déjà arrêter de payer aux Russes le gaz russe. Il faudrait arrêter déjà avec les Russes d'acheter l'uranium, notamment la France. De l'engrais aussi, j'ai vu hier. C'est-à-dire que vraiment l'ensemble des accords internationaux qui continuent à durer en parallèle, en passant évidemment par d'autres pays, en passant par des pays. C'est ça, c'est encore pire parce qu'il y a leur marge au passage. Pardon? C'est encore pire parce qu'il y a leur marge au passage. C'est le commerce. Hein. Oui. Ça s'appelle comme ça. Donc oui, bon, très bien. Prenons ces 3 milliards. Mais moi, j'ai lu ça comme vous ce matin pour me renseigner avant l'émission. Je dis, ok, d'abord, on se demande pourquoi on traîne par rapport à cela. Et je le redis, ici, il s'agit de 3 milliards. Excusez-moi de le dire, hein, pour 3 milliards comme un par an, mortel déjà commun. au minimum. C'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose. Hein, quand on sait ce que coûte la guerre et l'aide à la Russie. À l'Ukraine, pardon, par rapport à ce qu'on doit envoyer comme armes. Et c'est la raison. C'est la raison pour laquelle il y a une proposition de résolution qui est portée actuellement aussi à l'Assemblée nationale. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle passera dans l'hémicycle. Toujours par le. À l'Assemblée nationale quand ça passe. Écoutez, vous avez été député européen, vous avez travaillé, qui est portée par aussi Benjamin Haddad, qui a vocation à se poser de la question de est-ce qu'on va plus loin, parce que la question elle est là, c'est-à-dire est-ce que les dividendes sont suffisants ou est-ce qu'on peut se dire qu'on va aller plus loin. Mais par contre, vous l'avez cité, là il va falloir voir avec les accords internationaux. Vous avez vu qu'il y a des actifs privés également là-dedans, donc ça serait passé encore. Et Jean-Luc Benamias met l'accent sur quelque chose d'important, un petit peu une forme d'hypocrisie. Moi, je lis en même temps, je cherchais cette info. Il y a pas que le gaz russe, hein, il y a l'engrais plus 80% en 2 ans. Exact. Les importations en France se portent mieux que jamais, hein, malgré la guerre en Ukraine. Une manne financière pour Moscou qui en profite au maximum, puisque les autorités russes ont mis une taxe de 8% dessus. Mais ça veut dire quoi? on nous parle de sanctions et en fait, la Russie se porte très bien à nos dépens. Donc je comprends pas bien effectivement ces effets d'annonce un peu hypocrites alors que le commerce continue entre la Russie et l'Europe. Je pense que comme tout le monde l'a dit, c'était symbolique. Je pense que nous ne pouvons pas. Il y a un certain nombre de choses dont nous avons besoin et sur lesquelles nous sommes dépendants. Et c'est la raison pour laquelle aussi personne ne parle de ces élections européennes qui sont à venir, où dans son discours, le président de la République revient sur cette question d'indépendance, de souveraineté, qui est très importante, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir produire donc ce dont nous avons besoin de l'énergie à effectivement un certain nombre de produits alimentaires. Et dans le cadre des 27, c'est un des enjeux de cette élection aussi européenne sur laquelle les Français ne sont pas encore tout à fait intéressés, mais c'est dans maintenant moins de 5 semaines, hein, donc je le rappelle, le 9 juin, donc allons tous voter, voilà. Et le reste du temps, on en parlera quelques minutes de ces élections. Il y a un nouveau sondage Rolling, Fabrice Hakoun, pour terminer. C'est intéressant, mais vous voyez encore une fois le décalage terrible entre le déclaratif et la réalité. La Russie, on la voit venir depuis des années, voire des décennies. Il y a eu la Crimée, il y a eu le Donbass. Donc on voit bien qu'elle ne va pas s'arrêter là. On connaît Poutine. Comment on a fait pour démanteler systématiquement, il va pas être content, il va pas être d'accord avec moi, Jean-Luc Benamias, les capacités nucléaires, en fait, par exemple, typiquement. Et aujourd'hui, on est obligé de faire venir... Passer les armes... Non, je parle des capacités nucléaires civiles, la production d'électricité et d'énergie. D'accord. Comment on n'a pas investi plus massivement? C'est un sujet qu'il faudrait une émission entière. Hein. Mais oui, je sais bien, c'est pour ça. Une prochaine fois. C'est pour ça que je le dis à la fin, parce que comme ça, je prends pas de risque avec vous. Bon, je voulais justement qu'on avance un petit peu. Vous avez évoqué, Fanta Berete, les européennes. Alors, c'est pas génial pour votre parti. Je suis désolée de vous le dire. Dernier sondage Rolling Fiducial pour Sud Radio, et je crois qu'il y en a eu un plus récent encore aujourd'hui. 12% place publique, qui continue sa progression, alors que Renew, elle, perd des points, 17%. 31,5% toujours pour le RN. Les deux courbes vont-elles finir par se croiser entre place publique et Renew, Fanta Berete? Vous le craignez
dans les états-majors. Mais écoutez, on est au travail. Je pense que vous le voyez, il y a peu de place en fait finalement à part les sondages pour les élections européennes à l'heure actuelle. Donc nous, on est mobilisés. Donc c'est vrai qu'il y a cette question concernant Raphaël Glucksmann qui porte quand même la liste du Parti socialiste avec sur cette liste en 3e position Pierre Jouvet qui était finalement la personne qui a travaillé sur les négociations NUPES et PS. Et Glucksmann, effectivement... Il était juste membre de Renaissance, si tu te rappelles bien. Glucksmann est très bon en communication. Même moi, j'ai failli à un moment me poser la question concernant Glucksmann. Sur ces vignettes blanches, sur la question des Ouïghours, sur la question de la fast fashion, etc. Mais aujourd'hui, la question, on va en Europe pour faire quoi? Pendant longtemps, moi, quand j'étais plus jeune, on entendait qu'on recalait un certain nombre de politiques, donc on ne voulait pas voir sur le sol national. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la question européenne, elle est très importante, que sur l'énergie, que sur même la période qu'on a passée au niveau de la Covid, il faut des gens qui ont envie de travailler pour l'Europe. Et Glucksmann, lui, en fait, au sein de son parti, là, ce qu'on apprend au cours des 5 dernières années, c'est qu'il a très peu voté contre son groupe. Il a voté contre le plan de relance, contre le plan asile-immigration, il a voté contre le développement des petits réacteurs nucléaires, il n'a pas voté la neutralité carbone, etc., etc. Il y a tout un tas de choses. Donc, aller là-bas, ok, pour faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'Europe, ça, on en est convaincu, mais on a besoin d'un certain nombre de personnes qui soient acteurs. Et que ce soit Bellamy, que ce soit lui, ils sont minoritaires dans leurs 2 groupes. Et concernant le Rassemblement national, je ne vais pas me lâcher là-dessus, mais on voit bien qu'il n'y a rien qui a été fait en 5 ans. Donc, en fait, ces gens-là sont payés, mais sont payés pour faire quoi? Sont payés pour faire de la communication sur les réseaux sociaux et dire simplement, on va bloquer. C'est une communication quand même qui paye, parce que la mayonnaise semble prendre, hein, Jean-Luc Benamias, vous en pensez quoi de Raphaël Glucksmann? Moi, j'en pense quoi? Il faudrait encore une émission spéciale. Oui, c'est une émission spéciale. Moi, je regarde très précisément notamment le rolling de l'IFOC, le Sud Radio et je crois du Figaro aussi, en même temps. Je le regarde. D'abord, il évolue trop peu. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que l'ensemble des listes d'extrême droite sont stabilisées à 40%. Quand vous comptez le RN, plus Reconquête, plus quelques listes, Nord Philippot, c'est pas forcément les mêmes Asselineau, on monte à 40. Et que, quand vous comptez le total des démocrates, allons-y. Eh bien, le rapport de force n'est pas favorable, malheureusement, à ce niveau-là. Donc, après, ces élections européennes deviennent, comme d'habitude, on a du mal. J'ai été 10 ans député européen. L'Union européenne est complexe. Les modes d'élection des députés européens dans les différents pays ne sont même pas les mêmes. Hein, donc, c'est très compliqué. Voilà. Après, moi, je trouve que la gauche aurait dû faire une liste commune, mais ça n'est pas le cas. Voilà, ils montent quasiment à 27, 28, 29. LFI avec les socialistes? Mais LFI, pour moi, fait partie de la gauche, malgré encore extrême gauche. Mais évidemment. Non. Toujours dans l'arc républicain pour vous? Ah bah ça, je certifie que l'ensemble des formations de gauche font partie de l'arc républicain, sauf ceux très extrêmes qui n'ont jamais reconnu la République, pour des raisons d'ailleurs souvent anarchistes, qui sont plus qu'honorables, mais qui sont des raisons anciennes. On ne fait pas partie de l'axe républicain quand on reconnaît la République. Ils reconnaissent la République parce qu'ils en vivent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils prennent des positions. Non, c'est parce que dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas républicain, c'est pas connaître son histoire. Jean-Luc Mélenchon prend aujourd'hui des positions très clairement antisémites. Et pour moi, quand on s'inscrit dans une rhétorique... Attendez, je dis ça complètement indépendamment de ma propre appartenance. Quand on se positionne, et je vous aurais dit exactement la même chose, s'il y avait une formation politique qui prenait des positions racistes, quelles qu'elles soient, il y a des choses qui ne sont pas admissibles et acceptables en République. Jean-Luc Mélenchon s'est exclu de lui-même de l'arc républicain. C'est une évidence. Et ce qui m'étonne chez vous, Jean-Luc, c'est que vous arrivez à qualifier le Rassemblement national et Reconquête, avec lesquels je n'ai pas particulièrement d'affinité, mais d'extrême droite, alors que la qualification n'est pas complètement remplie, c'est plutôt la droite nationale. Mais par contre, vous hésitez à qualifier d'extrême gauche LFI, qui s'inscrit complètement, effectivement, dans la tradition anti-républicaine et antisémite d'extrême gauche. L'extrême gauche est internationaliste. Elle s'en fout de la République, elle s'en fout de la France.
Jean-Luc Benamias, le mot de la fin, puisque vous essayez de... Non, mais je ferai plus de temps là-dessus. Oui. Moi, je pense que on a intérêt dans le cadre de géopolitique mondiale, dans le cadre des difficultés dans lesquelles se trouve notre pays par rapport au fait de ne pas trouver de majorité, car il n'y a plus aucune majorité dans ce pays. Et bien, je pense que dans ces cas-là, il faut reconstruire un certain nombre de choses et ne pas traiter des gens qui sont plus radicaux que d'autres de ceci ou de cela. Je ne dis pas ça par rapport uniquement au RN. Je pense qu'évidemment, tout l'électorat du RN ou de Reconquête ne peut pas être qualifié comme fasciste. Mais je pense qu'il y a de nombreux fascistes parmi eux. Merci en tout cas à tous. Merci d'avoir été avec nous sur Mettez-vous d'accord. La suite dans quelques instants. Merci. 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 Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. 12h07 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus pour la suite de Mettez-vous d'accord. Et on va parler de cette recrudescence du choléra à Mayotte, mais aussi d'autres épidémies, des maladies qu'on croyait disparues, qui refont surface. Nous sommes en direct avec Imad Kanso, infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Bonjour Imad Kanso, merci d'être avec nous. On a plein de questions à vous poser parce qu'il y a cette inquiétude. Alors même si aujourd'hui, ce matin, le ministre de la Santé a affirmé que cette épidémie était résorbée à Mayotte, mais il n'empêche, un enfant de 3 ans est décédé dans l'archipel. On compte au total 98 décès à cause du choléra, une maladie qu'on pensait aussi circonscrite. Quel est, votre regard d'infectiologue sur cette épidémie ? Oui, alors bonjour. Tout d'abord, en fait, il faut avoir un esprit tout à fait avisé et pas naïf par rapport à l'explosion d'une épidémie de choléra. Le choléra, comme beaucoup de personnes pensaient avoir éradiqué, c'est pas le cas. Il existe de manière endémique dans certains pays, notamment en Asie. Et donc, on sait très bien que dès lors qu'il y a des conditions favorables à la propagation de la maladie, c'est une infection bactérienne, eh bien, ces conditions sont présentes et permettent justement une expansion assez rapide. Donc, oui, n'ayons pas peur des mots, on est face à une épidémie de choléra là-bas à Mayotte. Par contre, on est quand même dans un pays qui connaît parfaitement bien depuis l'apparition de ce choléra. On a la tradition dans l'Institut Pasteur et bien en France, on connaît assez bien cette maladie. On a beaucoup travaillé dessus. On connaît donc les conditions qui permettent de freiner la propagation. Donc effectivement, il y a les conditions de disponibilité d'eau potable, de contrôle de la déshydratation, parce que c'est ça qui tue les personnes fragiles, à savoir les nourrissons, les enfants et les personnes âgées. Et donc ça, c'est possible de le contrôler à condition d'apporter suffisamment d'eau potable. C'est ce que le gouvernement tente de faire, sachant qu'on connaît très bien la crise là-bas. La condition de pouvoir réhydrater rapidement les personnes. On peut perdre de 15 à 20 litres, un adulte peut perdre 15 à 20 litres d'eau par jour à cause de cette diarrhée profuse. Donc, cet apport est fondamental. Et puis, la disponibilité d'eau, de la disposition des eaux usées qui ne laissent pas contaminer, parce que c'est une transmission fécalo-orale. Oui, très contagieuse, très contagieuse. On l'appelle d'ailleurs la maladie des mains sales. Vous, quand vous entendez le ministre de la Santé dire ça y est, c'est résorbé, c'est circonscrit, vous êtes confiant, vous êtes optimiste, vu les conditions d'hygiène qu'il y a sur l'île, justement? Alors, je ne vais pas être alarmiste. Je pense que les conditions, comme je le disais, sont connues et que ce qui a été mis en place vise à justement à contrôler, à limiter l'expansion de la pandémie et surtout à traiter les patients qui n'ont pas accès à une bonne hydratation et rapide. Donc, je reste optimiste quant au fait qu'on puisse, avec ces mesures, contrôler l'épidémie et éviter justement, parce qu'il y a quand même une vaccination massive qui s'est mise en place, il y a le traitement de l'eau usée par les pastilles de chlore, il y a également la disponibilité d'eau potable par le biais des bouteilles. Donc c'est clair que avec la mise en place d'un contingent de médecins, de militaires, etc., qui permettent de réhydrater rapidement les personnes, je sais qu'il y a eu des renforts, donc je suis quand même optimiste par rapport à ça, et j'espère pouvoir que le gouvernement et l'État pourra contrôler cette épidémie là-bas.
Alors Imad Kanso, là on parle d'une maladie liée à l'eau, ce sont d'ailleurs des maladies qui tuent beaucoup, qui tuent le plus, sauf erreur de ma part, sur la planète notamment. Il y a aussi des épidémies qui refont surface, qu'on croyait oublier, la tuberculose, 8e place, 7,7 cas pour 100 000 habitants, ça touche beaucoup des gens très précaires, le scorbut ou la gale, favorisée aussi par la précarité. On parle, là je vous les mets tout en même temps, mais l'épidémie de grippe aviaire, H5N1 qui inquiète, l'OMS qui craint une épidémie humaine. Quel est le regard de l'infectiologue justement sur ces maladies qui ressurgissent aujourd'hui ? Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Évidemment, l'humanité connaît, et a connu déjà, mais elle connaît actuellement avec l'expansion des populations, les voyages. Bon, déjà, rien que ça, la mise en place de voyages en avion, en bateau, etc., avait déjà répandu des maladies de manière épidémique même. Mais à ça s'ajoute évidemment le changement climatique, le changement de climat de la planète, qui est un changement global. S'ajoute également l'émigration des populations, migration massive, les guerres, et bien évidemment des situations de sécheresse ou de mauvaise disponibilité d'eau potable qui aggravent tout un tas de situations et qui font que des populations essayent de migrer. L'homme a toujours migré, l'homme a toujours cherché à se placer aux endroits qui lui permettent des bonnes conditions de vie. Mais évidemment, tout ça, ça va faire un flux de migration, des flux migratoires importants, et bien entendu, les changements du climat font que la température peut varier, l'apparition des vecteurs comme des moustiques dans des zones tempérées qui n'étaient pas aptes à la pollution de ce type de vecteurs, et ça va donner donc l'apparition, la réémergence des maladies qui étaient plus confinées à des zones tropicales par exemple, qui vont réapparaître. Et oui, on doit se préparer. Il y a l'OMS et toute la communauté médicale et les États qui pensent à ça, eh bien forcément se préparent. Et nous, on est vraiment en train d'analyser cette situation et de voir quelles sont les mesures, qui sont les mêmes mesures qu'on a pu utiliser ailleurs, mais qu'on doit déployer, à savoir la préparation contre les moustiques, par exemple les vecteurs de transmission, et puis les vaccins éventuellement qui se développent. Et voilà. Donc, j'allais y venir, oui. Évidemment. Ces vaccins, il y a une défiance après la période du Covid, évidemment, vous le savez. Ça va être compliqué, justement, d'aller convaincre les personnes d'aller se vacciner. Et ma deuxième question, c'est justement, cela passera forcément, selon vous, par des campagnes de vaccination, d'éradiquer certaines de ces maladies qu'on a citées ? Alors, tout d'abord, on a pas mal d'outils pour lutter contre ces maladies vectorielles, comme on dit, avec des vecteurs, des moustiques et autres, et contre des maladies infectieuses, heureusement. Donc la recherche est très poussée pour développer encore des outils de traitement et les mesures de précaution. On traite parfois même les moustiques, on les stérilise entre guillemets avec des bactéries. Il y a des outils qui se développent et dont on va disposer assez rapidement. Mais l'outil vaccinal est quand même très important. Et j'ai confiance aussi que la population adhère. Notre tradition en France et en Europe pour l'éradication des maladies et le contrôle de certaines maladies grâce au vaccin est indéniable. Et la population est très consciente de ça. Donc oui, il y a des campagnes d'anti-vaccination, des personnes anti-vax, comme on les appelle, des campagnes de fausses informations. Ça, c'est pas négligeable, on le sait. Ils sévissent, en fait, ils agissent de manière très active dans les réseaux sociaux. Ça a un impact néfaste, mais la grande majorité de la population est très avisée. La grande majorité répond de manière assez favorable et est consciente de comment on a réussi à améliorer la qualité des vaccins et comment on a réussi à réduire considérablement les effets secondaires. Et en fait, c'est incomparable la protection d'un vaccin par rapport à la protection dite naturelle qui comporte un risque majeur de décès ou de maladie grave. Donc c'est incomparable.
Merci beaucoup Imad Kanso, infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette nouvelle maladie et également évidemment l'épidémie de choléra à Mayotte. On se retrouve dans quelques instants. On parlera de ces policiers pris pour cible après le guet-apens notamment à la Grande Borne et surtout après l'agression cette nuit dans le 13e arrondissement d'un policier qui est entre la vie et la mort. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, je vous remercie de nous rejoindre, 0826 300 300, surtout n'hésitez pas, chers auditeurs, vous savez que vous êtes ici chez vous sur Sud Radio, si vous voulez nous interpeller nos invités. Nous allons parler justement de ces policiers pris pour cible, il y a eu un guet-apens dont on a assez peu parlé finalement hier à Viry-Châtillon, des policiers visés par des tirs de mortier d'artifice. Il y a eu également cette nuit 2 policiers grièvement blessés par balle par un homme dans un commissariat parisien, dont un qui est entre la vie et la mort. Nous sommes avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité Police, pour nous en parler. Bonjour Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que déjà vous en savez plus sur cette affaire, pour commencer, dans le 13e arrondissement de la capitale ? Écoutez, déjà, j'envoie toutes des ondes positives à mes 2 collègues qui effectivement ont été sérieusement touchés. Ils sont toujours, dont un qui est toujours en pronostic vital quand même engagé. Donc voilà, c'est un accident anodin, j'allais dire, parce que ça n'arrive pas tous les jours heureusement dans nos commissariats. Mais on n'est jamais à l'abri et on a malheureusement notre métier, c'est un métier très dur qui demande beaucoup d'attention et d'être toujours concentré. Et en face de nous, on ne sait pas à qui on a affaire. Et quand on est dans un commissariat où c'est normalement on est protégé, j'allais dire on se sent protégé, mais effectivement on voit bien aujourd'hui que nul n'est à l'abri. Ça montre effectivement la vulnérabilité. Les commissariats, finalement, tout le monde peut y rentrer ou presque. Alors il y a peut-être une petite sonnette, mais bon, en l'occurrence, cet homme venait d'être interpellé pour une attaque au cutter sur une femme. Comment justement pallier à ce genre d'attaque ? Est-ce qu'il y a des processus qui ont été mis en place ? Alors déjà, dans les commissariats, effectivement, on pensait qu'à un moment donné, c'était un sanctuaire. On s'est bien rendu compte, malheureusement, dans les dernières années, que même dans les commissariats, les policiers ou les administratifs, il faut penser aussi aux agents administratifs qui y travaillent, ne sont pas en sécurité. On a vu il y a quelques semaines de cela, malheureusement, une attaque au couteau au commissariat de La Rochelle. Tous les commissariats ne sont pas équipés de portiques. Là, c'est une affaire différente où c'est une personne qui est interpellée, une personne déjà qui était en train de vouloir tuer une femme. Donc, c'est un individu très dangereux. Et puis après, on est obligé de procéder à des gestes à l'intérieur du commissariat, notamment pour le faire souffler à l'éthylomètre, pour savoir s'il est compatible avec une garde à vue ou pas. Et donc, oui, la procédure, c'est d'enlever les menottes pour pouvoir permettre à la personne de procéder à ce test. Et puis, vous savez jamais qui vous avez réellement en face de vous. Alors, on a beau prendre toutes les précautions nécessaires, n'empêche que face à un forcené, face à une personne qui était peut-être d'ailleurs sous stupéfiant ou sous alcool, la force est décuplée. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent rarement, mais c'est malheureux parce que mes collègues ont réussi à se défendre heureusement et à le neutraliser. Bien sûr. Alors il y a cette affaire et puis il y a ces tirs de mortier, j'en parlais dans un guet-apens à la Grande Borne, à Viry-Châtillon. C'est vrai qu'on en a curieusement moins parlé. Alors heureusement il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés trop graves, mais tout de même Viry-Châtillon, on le sait, c'est là où on se souvient de ces images des policiers pris pour cible dans leur véhicule qui avait brûlé. Ça se reproduit souvent dans l'Essonne. Toujours des policiers donc pris pour cible dans des quartiers sensibles, Jean-Christophe Couvi. Alors en fait, il faut comprendre que l'Essonne, déjà, par exemple, quand on parle de rixes entre bandes, ça représente un quart des rixes entre bandes. Donc l'Essonne est déjà très connu par rapport au phénomène de bande. Là, on voit qu'on est en plein dedans. C'est, vous savez, en fait, si vous voulez, c'est une compétition territoriale entre différents quartiers, différentes bandes. C'est ce qu'on peut appeler des fois des challenges TikTok. On attire, et c'est classique, on attire des policiers, feux de poubelle, donc pour faire venir les pompiers. Et puis dès que les policiers
qui arrive, c'est un déchaînement de violence. Voilà, c'est un déchaînement de violence sur les pompiers, les policiers. L'idée, c'est de faire un maximum de dégâts dans nos rangs, et puis après de se mettre en évidence sur les réseaux sociaux en disant que cette bande sont les plus forts, les meilleurs, ils ont peur de rien, etc., etc. Après, il va falloir aussi, à un moment donné, dans un des individus interpellés, c'est un individu qui a 17 ans et en fait qui n'a pas réintégré un foyer dans lequel il était placé dans le Val-de-Marne sur une autre procédure. Donc il faut s'interroger à un moment donné, c'est qui on envoie dans les foyers, si les foyers sont vraiment sécurisés. Nous on a un doute parce que souvent on met les jeunes dans des foyers puis ils font des fugues, ils s'en vont. Alors quand on nous dit qu'il y a des foyers fermés, je suis désolé mais soit on a perdu la clé, soit la clé ne marche pas, le verrou ne marche pas, ou alors c'est vraiment un état, une idée de l'esprit. Donc ça il va falloir aussi se pencher dessus. Et puis en fait effectivement il va falloir aussi être sévère. Un guet-apens en bande organisée quand c'est un crime dans le code pénal, et quand effectivement des individus s'en prennent à des forces de l'ordre, ils doivent être sérieusement punis. Et dans ce cas-là, pour une ITT de moins de 8 jours, c'est normalement puni par 10 ans d'emprisonnement, 15 000 euros, 150 000 euros d'amende. Oui. Sauf que mais en fait, si vous voulez, les magistrats, parce que une fois que vous êtes dans un monde, criminel, et que vous devez passer aux assises, c'est très compliqué, c'est long. Donc du coup, on requalifie en violence volontaire. Et du coup, le délit, il est puni de maximum 3 ans, 45 000 euros d'amende. Oui, ça devient finalement ce qui devait relever du tribunal correctionnel devient une contravention. Alors, pas une contravention, mais c'est toujours délictuel, mais du coup, on requalifie. Donc c'est des sanctions revues à la baisse pour aller un peu plus vite. Pour que, là, on va pas, c'est compliqué de blâmer les magistrats parce qu'ils veulent aller vite aussi dans la réponse pénale. Mais en fait, la loi est tellement compliquée et tellement complexe à appliquer que du coup, on requalifie pour aller plus vite, mais du coup, les sanctions sont aussi plus faibles. Et donc, dans l'esprit, justement, de ces délinquants, c'est pas très grave. On a blessé des policiers, on a mis des mortiers d'artifice. Bon, ça va, ils vont s'en remettre. En gros, on est payé pour ça. Voilà. Donc, il va falloir à un moment donné aussi que la justice s'empare de ce problème, punisse sévèrement. Et on sait qu'en ce moment, c'est le problème numéro 1 de l'État. Justement, c'est faire c'est cette question aussi des mineurs, parce que ça semble maintenant quasiment évident, mais ce sont à chaque fois les mineurs. Donc, il y a aussi peut-être, vous parlez des moyens de la justice, mais faut-il aussi peut-être légiférer, justement, ça vous semble indispensable, c'est le grand débat du moment, hein. Oui, c'est le grand débat, et c'est un débat sociétal qui doit interpeller parce qu'effectivement, on le dit, les mineurs d'aujourd'hui sont pas les mineurs de l'esprit de 1945, même s'il y a eu une réforme qui a été faite, mais une réforme encore une fois, une césure, c'est-à-dire qu'on juge un mineur et on applique la peine 6 mois plus tard. Donc vous voyez, c'est un double cliquet. Et ça c'est dans la tête de ces mineurs-là, la sanction n'est pas immédiate. Alors il y a des mineurs effectivement qu'on peut rattraper parce que on peut les encadrer, on peut toujours sauver des gens, mais pour certains c'est trop tard. La sanction arrive trop tard. On laisse trop, c'est un peu trop permissif. Et surtout, c'est qu'il faut maintenant effectivement qu'il y ait une vraie réflexion sociétale et pas que du domaine de la justice. C'est-à-dire qu'on doit réformer, repenser l'articulation judiciaire. Et se remettre en question dans cette société parce que, encore une fois, on est un peu dans l'angélisme de temps en temps. Merci Jean-Christophe Couvi. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat Unité Police. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On marque une pause et on parlera ensuite de la sécurité, mais cette fois-ci dans les JO. Notre invité Antoine Boitel, on le recevra pour son livre Le Calvaire sécuritaire. Restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 1664. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur l'antenne de Sud Radio. On va parler des JO, puisque ça y est, c'est presque parti maintenant avec l'arrivée de la flamme avant-hier en France, à Marseille. Dans 77 jours, la France deviendra le centre de l'attention de la planète. Alors, question qu'on se pose souvent, français, parisiens, mais français également, puisque de nombreux provinciaux comptent venir faire le déplacement pour assister aux épreuves. Est-ce qu'ils ont intérêt plutôt à fuir les contraintes annoncées ou au contraire à prendre part à cette grande fête qu'on nous annonce? Comment assurer la sécurité? Est-ce que le risque zéro existe? On en parle avec Antoine Boitel qui vient de publier Le Calvaire sécuritaire aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Antoine Boitel.
Bonjour Stéphanie. Alors, bonjour à tout le monde. Dans votre livre, Antoine, on lit que les JO, c'est l'équivalent quand même. Alors là, j'avoue que je ne m'y attendais pas. 50 Coupes du Monde en matière de fréquentation, et ce pendant 15 jours, dans une concentration quasiment exclusivement parisienne, puisque c'est 90%. Clairement, la France est-elle prête à affronter un tel événement ? On va dire que oui. Effectivement, 15 millions de visiteurs, ça paraît gigantesque. Malgré tout, ça fait quand même plusieurs années que le gouvernement, la préfecture de police, la ville de Paris se prépare pour bien recevoir cet événement d'ampleur inédite en réalité pour nous. Donc tous les yeux sont braqués, principalement ceux du ministère du ministre de l'Intérieur depuis fort longtemps sur cet été. Justement, on s'y est pris à temps parce que bon, vous écrivez votre livre, vous nous dites un petit peu dans les premières lignes. C'est vrai qu'il y a eu des retards. Parfois à l'allumage, en tout cas, certains acteurs de la sécurité que vous avez pu rencontrer vous disaient oui, attendez, on n'y est pas encore. Et je crois que ça, c'était il y a 2 ans. Et c'est quelque chose qui se prépare évidemment bien en amont. Le retard à l'allumage, il sera forcément contesté par les sources sécuritaires qui vous parleraient dans l'administration. Cependant, bien sûr, du côté du secteur privé, des syndicats de police, des sources sécuritaires qui parlent en off, tout le monde dit qu'on est parti trop tard sur l'événement et qu'effectivement il y a des critères qui ne sont pas atteints, comme par exemple le nombre d'effectifs nécessaires pour assurer du côté de la sécurité privée un événement optimal. Donc ça, c'est vrai que c'est principalement la grande inquiétude, mais on en parlera plus tard. Évidemment, c'est celle de l'inauguration. On va rentrer dans le détail, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, et puis on a un petit peu le temps. Tout d'abord, quelques mots sur les forces en présence, le budget, combien de personnes mobilisées d'ores et déjà ? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, ça y est, c'est parti. La flamme olympique se promène sur le territoire national. Ça, c'était la première étape à assurer. Ça s'est quand même relativement bien passé. Il y a quand même eu quelques petites difficultés à Marseille lors des concerts, puisqu'on a vu des mouvements de foule. Donc ça, c'est quand même un risque important dans la gestion des foules. On a vu un homme être arrêté le matin même à la gare Saint-Charles avec une fausse ceinture d'explosifs qui s'avérait être un leurre. Donc ça, c'est des petits tests comme ça qui viennent déjà dire il va falloir quand même être un peu plus près. Voilà. Il y a Antoine, quand même 3-4 personnes. Oui, Antoine Boitel, justement, je me permets de vous couper sur ce point parce qu'on en parlait rapidement avec nos chroniqueurs tout à l'heure, justement, de ces bousculades. Et Michel Taube nous a apporté une information en disant il y a eu un grand média qui a titré là-dessus, bousculade à Marseille, et quand il y est retourné 5 minutes après, eh bien, tenez-vous bien, l'information avait disparu. Vous parlez justement dans votre livre de cet aspect. Est-ce qu'on peut vraiment critiquer les jeux ? Est-ce qu'on peut... Voilà. Non, je cite l'excellente Eugénie Bastier dès l'ouverture du livre qui disait qu'il y avait une forme de religion olympique, qu'il fallait surtout pas dans la vie. Il y avait 2 choses qu'il fallait pas critiquer, c'était les conseils de vie du life coach Thomas Pesquet et bien sûr remettre en question la religion olympique. Bon, évidemment, c'est une belle formule. Bien sûr, tout le monde a envie que la France brille, y compris les personnes qui s'inquiètent pour la sécurité des Français. Cependant, on sent bien que du point de vue de l'administration, du point de vue du business, dès qu'on arrive dans une réunion et que les conférences de presse sont souvent très aux questions olympiques depuis quelques mois, quel que soit le domaine abordé, il y a toujours quelqu'un pour vous dire non, mais ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, ça ira. Y compris, je me suis permis de parler de quelques rencontres avec le préfet de police de Paris, au cours desquelles en conférence de presse, il nous a clairement, il avait envie qu'on soit un petit peu plus, optimiste pour les Jeux. On peut l'entendre. Cependant, oui, on peut l'entendre parce que le monde nous regarde et c'est vrai que si on commence à décourager les millions de touristes qui veulent venir nous voir, mais dans le même temps, on a envie aussi d'être rassuré. Est-ce que vous avez senti une forme quand même de fébrilité dans les rangs ? Il y a une fébrilité qui est ancienne déjà autour de la question olympique depuis au moins 2 ans. Les sources off disent toutes, de toute façon l'inauguration n'aura pas lieu sur la Seine. Certains disaient même les JO n'auront pas lieu. Il y a des pessimistes, il y a des très pessimistes. Après,
au fur et à mesure des événements qui ont pu se dérouler, notamment depuis le 7 octobre, il y a eu des crispations sécuritaires en France, bien sûr, et les policiers avec lesquels on peut échanger à ce sujet-là, ils sont quand même assez pessimistes pour le coup. Ils disent quand même, on risque des razzias dans le reste de la France. On en parlera. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que, on peut déjà en parler. D'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est un petit peu ce qui ressort, c'est qu'on concentre tout sur Paris. Il y a même des policiers étrangers qui vont venir nous porter renfort. Il y avait, vous citez d'ailleurs les dernières nouvelles d'Alsace, où les policiers de Strasbourg sont un peu inquiets de voir 3/4 des effectifs envoyés à Paris. Ça veut dire quoi? Que le reste de la France, c'est aller open bar sur les cambriolages, les agressions, il se passera rien? Il y a des choses qui se décident aussi très récemment. Alors donc, faut quand même prendre en compte le fait que moi j'ai écrit le livre il y a 1 mois ou 2, donc la situation a peut-être un peu évolué. Cependant, il y a quand même cette inquiétude effectivement des forces en région et même centrale à Paris de se dire, regardez les détachements de CRS qu'on a d'habitude sur les plages. Ils seront pas là. Donc, si vous avez des embêtements sur la plage, comme c'est malheureusement de plus en plus le cas, quand on part l'été, il y aura personne en fait pour prendre en charge de plainte. Bon, c'est une inquiétude qui a remonté très tôt quand j'ai commencé l'ouvrage. Il commence quand même à se dessiner quelque chose sur le traitement des violences et des vols violences sur la plateforme parisienne en tout cas, c'est-à-dire sur Paris et la Petite Couronne pour la préfecture de police et même la Grande Couronne puisque le préfet aura toute la Grande Couronne pendant les Jeux. Il commence à se décider comment on va bien traiter la violence et le vol, mais notamment dans la question JO, c'est-à-dire pour les touristes. C'est-à-dire que les touristes qui arrivent d'un pays dans lequel ils n'ont pas l'habitude de se faire voler leur portefeuille en prenant les transports. On pense tout de suite aux Japonais, on ne sait pas pourquoi, mais c'est typiquement les pays où on laisse sa porte ouverte, etc. Ça, évidemment, on sait qu'il va y avoir un choc culturel. C'est vrai aussi pour les Chinois qui sont habitués dans les métropoles à avoir quand même une sécurité forte. Une surveillance aussi assez importante. Il commence à se dessiner des forces qui sont spécifiquement dédiées à ces vols violences, mais aussi pour le public des Jeux Olympiques, parce que malgré tout, c'est quand même ça l'enjeu. Mais vous avez raison, justement, les campagnes vous parlez, Antoine Boitel, vous parlez de ces quartiers qui posent problème, Trocadéro, Champ de Mars, où il y a souvent des pickpockets, des vendeurs à la sauvette, et là, ça va être place nette, mais alors, quand même, en lisant votre livre, je me demandais, on va les mettre où? Parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, il y avait un déplacement de... C'est le propre... alors, il y a cette question de la... Comme vous dites, de la place nette, la méthode Coué, c'est-à-dire on va mettre tous les moyens, on va décider que tout ira bien, déjà de une, de deux, on va mettre tous les moyens en place pour que tout aille vraiment bien, et de trois, effectivement, il a quand même été question de savoir de ce qu'on allait faire, notamment des misoles, donc les mineurs isolés ou les MNA, comme vous voulez, les mineurs non accompagnés, qui ont commencé déjà à être pris en charge. Toutes les personnes à la rue, qu'ils soient mineurs ou pas, en fait, c'est pas tellement le sujet. Et effectivement, il y a des déplacements de population qui ont lieu. Il y a des gens qui montent dans des bus et qui vont dans d'autres villes depuis plusieurs semaines. C'est bien, voilà. Non, mais... On n'a pas trop entendu parler des maires mécontents. Alors, je ne sais pas comment ça s'est déroulé, cette histoire. Il y en a eu quelques-uns, parce qu'il me semble que du côté d'Orléans, il y a eu des gens pour parler, pour commencer à dire leur façon de penser. Mais globalement, il y a quand même cette idée qu'il faut que tout se passe bien. Donc, vous comprenez, si vous pouvez nous prendre 200, 150, allez, 40... personnes qui vivent à la rue, ça nous arrange. Alors il faut que tout se passe bien, Antoine Boitel. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis c'est cette cérémonie d'ouverture qui va être le grand point d'orgue de ces JO. En tout cas, d'un point de vue sécurité, tout le monde a les yeux tournés. Ça a fait débat, manifestement. Tout le monde n'était pas d'accord. À part, je crois, Emmanuel Macron et Anne Hidalgo qui finalement étaient d'accord pour cette grande cérémonie sur la Seine. Alors je vous rassure, dans le domaine de la sécurité, dans l'administration, à l'intérieur, tout le monde est d'accord maintenant. C'est formidable. Ça, y a pas le tout le monde trouve que cette cérémonie va faire l'honneur de la France, et que c'est la meilleure idée du monde. Même quand Gérald Darmanin, il y a quelques mois, n'hésitait pas à dire régulièrement que merci pour le gros défi, si vous voulez. Ça fait 3000 ans que ça s'est pas produit en extérieur, comme il dit, puisque ça ne s'est jamais produit en extérieur, cette cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques. Donc
là, évidemment, tout le monde est un peu contraint et forcé, et tout le monde a la carrière liée à la bonne tenue de cet événement également. C'est-à-dire qu'il en va de l'image de la France, mais aussi des personnes de l'administration qui vont devoir en être comptables en quelque sorte. Donc oui, tout va bien, et en l'occurrence, on peut dire que les moyens ont été mis sur la table de la part du gouvernement français, de l'administration, de la préfecture de police, dont c'est devenu l'enjeu quand même majoritaire depuis plusieurs mois maintenant. Bon, on peut pas dire que tout va mal se passer en réalité. C'est-à-dire que on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille bien. Cependant, évidemment, mettre en place cette inauguration sur la scène, ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur à tout le monde, mais ça, je suis pas le point. Oui, non, mais bien sûr, et puis on n'est surtout pas là pour. Oui, d'ailleurs, Alain Bauer, vous disiez, c'est vrai qu'il agite un petit peu le chiffon rouge quand même. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a parlé de folie criminelle, mais c'était il y a 1 an déjà. Donc, évidemment, comme les autres, tout le monde espère que tous les risques ont été pris en charge. Il y a la question aéroportée, il y a la question de sous l'eau, subaquatique, il y a la question des personnes qui vivent à proximité de la cérémonie, c'est-à-dire les gens qui ont des balcons qui donnent sur la Seine. Là, on entre un peu plus dans le vif du sujet, à mon sens, parce qu'en réalité, ça veut dire que la préfecture de police a d'ores et déjà annoncé qu'elle voulait pouvoir donc avoir la possibilité de contrôler toutes ces personnes. Donc vous imaginez le nombre de milliers de balcons qui donnent sur la cérémonie, c'est gigantesque puisqu'on a 6 kilomètres de parcours aquatique. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas si tout a été bien contrôlé, mais il paraît inimaginable qu'on ait un sniper à un balcon tranquillement posé depuis 48 heures en train de manger des sandwichs qui attendent que passe je ne sais quelle délégation. Ne donnez pas de mauvaises idées, mon cher Antoine. Restez avec nous, Antoine Boitel. On va continuer à parler de ça, justement, de ces menaces. Vous nous le dites, la mer, la terre et le ciel aussi, avec les drones. On en parle dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord et on retrouve Antoine Boitel. On parle préparatifs, sécurité au JO, le calvaire sécuritaire aux éditions de l'Observatoire. Alors c'est passionnant parce qu'Antoine est en train de nous raconter tous ces préparatifs, comment ça se passe, si les acteurs de la sécurité sont fébriles ou non. Alors on évoquait, bon là on n'était pas dans une phase très rassurante. On parlait de toutes les menaces, notamment autour de la cérémonie d'ouverture. Alors sans agiter le chiffon rouge non plus, mais c'est vrai qu'il vaut mieux en avoir conscience. Vous nous disiez, Antoine Boitel, les menaces, donc mer, terre et ciel, avec les drones. Bien entendu, et très bien prise en compte par la préfecture de police, encore une fois très en amont de l'événement, mais évidemment quand on fait défiler plus de 100 barges de bateaux sur la Seine, qui est un fleuve déjà difficilement navigable au départ, avec une cadence assez importante, il faut penser à la menace subaquatique, qui a été prise en charge, à ma connaissance, autant que faire se peut par la brigade fluviale. Donc la question c'est est-ce que par exemple on pourrait avoir un drone sous-marin, une mine, un objet qui fasse obstacle au bon déroulement de la manifestation. Du côté des drones aériens, donc ça c'est plus classique, mais maintenant on a quand même depuis les conflits récents du Proche-Orient jusqu'en Ukraine, on a en tête l'idée qu'un essaim de drone puisse être projeté contre les forces de l'ordre, enfin les militaires à l'étranger en l'occurrence, ou le public en France, voire avec une charge emportée. Donc voilà. Donc là, on sait depuis il y a eu des papiers dans le Canard enchaîné qui ont fait état des trous dans la raquette en fait du côté de la défense à ce sujet-là. On peut estimer l'armée de l'air dit que tout va bien. Voilà. Bon, oui, j'imagine qu'il y a quand même des systèmes de détection. Il y a des. Oui. On est très très au fait de la lutte antidronique. Oui, donc oui. ça, il y a pas de sujet réellement. Et aucun avion aussi, aucun avion au-dessus de Paris ce jour-là. Bon. Vous ne volerez pas au-dessus de Paris le 26 juillet. À part si vous êtes gendarme ou sniper et que vous êtes dans un hélicoptère, parce qu'il y aura des moyens aéroportés évidemment mis en place pendant toute la cérémonie, en amont et même après, d'hélicoptères qui survoleront la Seine, dont certains emporteront des tireurs, notamment pour la question dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les personnes qui seraient au balcon avec des intentions
meurtrière, voilà, on peut dire ça comme ça. Clairement, Antoine Boitel, les menaces, elles viendraient d'où? Quelles sont les menaces les plus prises au sérieux aujourd'hui, que ça soit en termes de nature et d'origine, si j'ose dire? Il y en a deux qui sont tout de suite qui sautent à l'esprit, et je pense que tout le monde est d'accord à ce sujet. Il n'y a pas trop de surprise. La menace djihadiste islamiste est la numéro 1. Elle est très prise au sérieux par le ministère de l'Intérieur. La menace terroriste a été rehaussée, la prise en charge de l'alerte terroriste a été rehaussée après l'attaque de Moscou il y a quelques semaines. On est revenu à une alerte attentat la plus élevée. Donc ça, c'est clair que c'est la menace numéro 1. Il y a une prise en charge annoncée pour les personnes qui sont fichées au titre de la radicalisation islamiste. Depuis quelques jours, il y a une note qui circule sur la question de mieux prendre en charge ces personnes à l'aune des JO. C'est-à-dire, on va vraiment aller les chercher, quoi. On va tout faire, on va mettre tous les moyens pour qu'un parmi les milliers de personnes qui peuvent en vouloir à la France et qui sont sur le territoire national, aucun ne passe à l'acte pendant cette période cruciale. Donc ça, c'est vraiment l'accent est mis là-dessus. Ensuite, il y a la menace. Bien sûr, il y a ce conflit avec la Russie, entre l'Occident et le monde russe, et il a été évoqué par notamment Thibault de Montbrial, donc directeur du CRSI et avocat, l'idée que éventuellement, à un moment ou à un autre, avec une attaque faux drapeau soit possible, c'est-à-dire qu'un djihadiste, c'est un petit peu un djihadiste aille être armé, par exemple, on va rester dans le scénario, avec un manpad, c'est-à-dire une sorte de bazooka, donc un lance-missile terre-air, qui aurait été par exemple donné par les États-Unis à l'armée ukrainienne, et que ayant été récupéré par les Russes, il a équipé un djihadiste pendant un jour comme le 26 juillet, par exemple. Alors, bon, on va rester dans le domaine de la non-science-fiction, mais quand une source sécuritaire comme Thibault de Montbrial dit quelque chose comme ça, si vous voulez, on est sur le même degré d'alerte qu'Alain Bauer qui parle de folie criminelle pour la cérémonie d'inauguration. Donc c'est pas des gens qui sont écoutés par personne, quoi. Non, quand tu dis ça, c'est quand même pas anodin, voilà. Alors c'est vrai que c'est bien aussi d'en parler avant et de prendre les mesures pour pas que ça arrive. Il y a aussi la question des cyberattaques dont vous parlez. Bien sûr. Le domaine cyber, on estime qu'il y aura au cours de l'année 2024 quelque chose comme 4 milliards d'attaques sur le domaine national français cyber. Donc bien sûr, toute l'administration allait dériver aussi sur cet enjeu-là, avec des attaques qui, par exemple l'année dernière, il y a une attaque qui est passée assez un peu sous les radars, mais qui évoque d'ailleurs également Thibault de Montbrial, que j'ai interviewé pour le livre, c'est-à-dire une attaque sur le domaine aérien britannique pendant 48 heures, 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus, les aéroports ont été paralysés en fait autour de Londres suite à une attaque cyber d'assez grande ampleur. On peut imaginer, alors évidemment les avions ne voleront pas le 26 juillet puisque c'est un jour sans aéroport à Paris, mais on peut imaginer que tout au cours de cette la célébration de la flamme, elle a commencé hier, elle va aller, c'est-à-dire que l'enjeu olympique, il s'étend jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, c'est-à-dire à la veille de la rentrée scolaire, enfin, ça dépend dans quelle école vous êtes, mais, donc ça veut dire ils ont tout l'été pour nuire à la France. Ça, il faut pas l'oublier. Malheureusement, on est au cœur de différents conflits, des guerres qui nous entourent, et puis on a des ennemis, bien sûr, qui sont intérieurs. Et il y en a certains qui vont vouloir nuire à la France. Bon, alors à vous écouter, on n'a pas vraiment envie d'y aller, mais je sais que voilà, il y a aussi beaucoup de recul et il faut forcément envisager ces mesures de sécurité. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a intérêt à y aller à ces Jeux? Parce que d'ailleurs, il y a un événement aujourd'hui, le QR code. La plateforme va ouvrir. Alors on peut pas encore s'inscrire, je crois. Il faut attendre lundi, mais ça y est, on peut y accéder. Est-ce qu'on va se retrouver en mode Covid XXL où ça va être l'enfer de circuler? Ou c'est vrai que ça pose une question aussi en termes de liberté publique.
Je crois que le mot QR code brûle un peu la langue de certaines personnes dans l'administration et que dès que la question a été évoquée il y a quelques mois de QR code pour accéder même à certains quartiers de Paris, on a tout de suite parlé d'une plateforme numérique. On a essayé d'évacuer tout de suite l'idée d'un confinement olympique, quoi, parce qu'évidemment ça plaisait pas trop. Hein, voilà. Il y a, comme dirait Anne Hidalgo, il y a toujours les gna quoi, si vous voulez. Donc, oui, enfin, elle est gentille. Oui, pardon, mais enfin, excusez-moi, je suis à l'antenne, mais oui, les Parisiens ont peut-être envie de faire partie de la fête, les Français dans leur ensemble. On peut avoir envie de traverser avoir envie de traverser son quartier. Même si on s'intéresse pas au JO, on a peut-être envie d'aller travailler et puis d'aller acheter son pain tranquillement, hein, quand même, n'en déplaise à Anne Hidalgo. Alors. Et effectivement, et n'en déplaise au gouvernement, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a des zones d'exclusion dans Paris, des zones dans lesquelles on pourra pénétrer avec son véhicule sous certaines conditions, à pied sous certaines conditions. Donc évidemment, on s'appuie sur des lois antiterroristes comme la loi SILT pour mettre en place, et c'est peut-être ça, moi j'alerte pas sur grand-chose, sauf sur peut-être qu'on a changé de monde, c'est-à-dire que si pour organiser les Jeux Olympiques, on est obligé de s'appuyer sur des lois antiterroristes, c'est quand même qu'il y a quand même quelque chose de pourri au Royaume de France. Il y a quand même un petit souci. Voilà, si on est obligé de montrer un QR code pour aller acheter. Est-ce que c'est pas le passage obligé, malheureusement, dans ce contexte inflammable? Moi, ça m'inquiète en tant que Parisien que ce soit comme ça, que ça se profile. Mais en plus, ça donne l'impression que, sans vouloir être, accélérationniste ou je ne sais quoi, mais enfin qu'à l'avenir, dès qu'une échéance de ce genre-là va pointer son nez, on va ressortir le QR code, on va ressortir la solution du confinement et puis cette bulle sécuritaire un peu XXL, quoi. C'est-à-dire que pour le moindre petit événement, il faut sortir les gros moyens avec une présence, comme je vous le disais tout à l'heure, de 45 000 policiers et gendarmes pendant la totalité de l'événement. Pour les fonctionnaires, c'est pas rigolo non plus. Hein. Il y a autre chose à faire dans la vie. Vous croyez justement, ça, vous êtes inquiet que ce modèle sécuritaire va être modifié durablement, parce que c'est vrai qu'après le Covid, on y a quand même plus ou moins échappé. Bon, il y a eu quelques incidents. Hein. On se souvient je crois que c'était la Ligue des Champions au Stade de France, le fiasco. C'est vrai que malheureusement, c'est trouver cet équilibre entre les libertés publiques et la sécurité. Il y a certains. Alors moi, je ne prends pas vraiment parti. Hein. Je veux dire, ça m'inquiète à titre individuel, mais je suis pas Non, mais en tout cas, ce que vous avez observé, c'est qu'est-ce que ça va dans ce sens-là. Oui, c'était ma question. Oui, il y a une tendance à l'augmentation sécuritaire. Et d'ailleurs, personne ne s'en cache et tout le monde estime que c'est bien nécessaire, notamment des acteurs de la sécurité comme. Je vais encore citer Thibault de Montréal, mais qui, à son sens, lui, on s'attache une main dans le dos, en fait, avec la loi olympique. Donc, c'était une loi qui est passée les dernières, notamment sur la question sécuritaire de comment on utilise les caméras. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire de la reconnaissance faciale? On a dit non. Ouais. Est-ce qu'on va utiliser une intelligence artificielle pour repérer les mouvements de foule? On a dit oui. Et repérer la couleur du vêtement d'un suspect ou je ne sais quoi. Bon, ça c'est pas plaisant en fait. Est-ce que c'est nécessaire? C'est pas à moi de répondre. Mais en l'occurrence, moi en tant que citoyen français et parisien, j'aime autant savoir que les forces de l'ordre ont tous les moyens nécessaires pour bien contrer toutes les menaces. Merci en tout cas Antoine Boitel de nous avoir révélé les coulisses de ces préparatifs sécuritaires, de nous avoir fait un peu peur mais pas trop quand même. Merci. Donc le Calvaire sécuritaire aux éditions de l'Observatoire et la suite des programmes continue sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.